Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce numéro de ce lundi 30 décembre 2019 du 10-12 le Zénith. La guerre des chiffres continue sur le chaudron de la crise anglophone avec ce point de presse donné samedi dernier par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji qui a clairement dit que le Cameroun compte actuellement 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de 6 000 à 9 000 dans les autres régions, donc littoral, centre-ouest et dans une moindre mesure à Damawa. On voit très bien que ces chiffres-là sont contestés par les ONG qui estiment que ces chiffres-là sont moindres puisqu'on parle de plus de 600 000 déplacés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également que les chiffres donnés de 6 000 à 9 000 pour les villes ou pour les régions du littoral centre et ouest ne sont pas en réalité, ne sont pas conformes à la réalité puisque dans le seul département du Mungo, il y a à peu près 5 000 élèves qui sont inscrits dans les différents établissements scolaires de ce côté-là, mais également le fait qu'à Loum, par exemple, vous avez 1000 déplacés internes, à Penja aussi, vous avez également à Chang dans la Menois à l'ouest, vous avez près de 9 000 à 10 000 déplacés internes, d'ailleurs que là-bas, la situation est très très compliquée. Donc il y a cette guerre des chiffres entre le gouvernement et les ONG, lesquelles ONG sont accusées par le gouvernement de faire un trafic d'armes, puisque le ministre l'a clairement dit samedi dernier que les forces de sécurité et défense ont intercepté dans une ambulance humanitaire 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions. On se pose la question à qui appartenait dans cette ambulance, quelle est l'agence humanitaire qui avait l'ambulance. En tout cas, le ministre n'a pas dit clairement de quoi il s'agissait. On reste en attente de ce qui se passe. En tout cas, ce qu'on va expliquer, c'est que pour certaines ONG, il est normal que lorsqu'une ambulance est en train de prendre la route au nord-ouest et au sud-ouest, s'il y a un soldat qui est blessé, on ne regarde pas ce qu'il est, on le récupère et on le soigne. Et si on le récupère avec son arme et ses munitions. Donc voilà le débat qui est créé. On verra très bien comment tout cela se passe dans les semaines à venir, madame, monsieur. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Bachou Chalabel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au sous-préfet de Douala 5, monsieur Fombele. Je le salue pourquoi? Parce que je l'ai personnellement vu. C'était une surprise de ma part. Piloter lui-même les patrouilles jusqu'à plus de 2 heures. Il a fait le tour de la circonscription, mettant la main et s'assurant qu'ils sont gardés. Ces gars qui ont passé le temps à agresser et qui s'aimaient déjà le désordre à Douala 5e. Je lui tire un grand coup de chapeau. Que les autres sous-préfets prennent eux aussi cette graine et qu'ils commencent à faire le tour, à faire des patrouilles avec les différentes équipes. C'est ce dont on a besoin, ceux qui sont des employés. Vous êtes des employés du peuple, alors travaillez pour le peuple et non restez dans vos bureaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que la criminalité a diminué dans la 5e? Je n'ai pas dit qu'elle a diminué, mais j'ai dit le fait pour lui d'être au devant du pick-up, c'est quand même quelque chose de significatif. On voit rarement les sous-préfets descendre, sauf quand l'ordre vient de Yaoundé, faire des patrouilles comme celle-là jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, monsieur Rico. Mais c'est son travail. C'est pour ça que je le félicite comme moi, lui, là, et que les autres prennent la graine. Parce qu'à Bonabéry, par exemple, c'est très grave, excessivement grave. Et à Douala 3e, il faut soulever la question de Douala 3e avec la criminalité, les agressions. Il faut soulever la question même de la zone de Douala 2. C'est important de signaler que ça ne va pas dans ces différentes zones. En tout cas, une chose est de faire le tour, comme vous dites. Une autre est de véritablement réduire les agressions et la criminalité, l'insécurité qu'il y a à Douala 5e. Donc il faut, voilà, il faille qu'on le rappelle ce matin, madame, monsieur, qu'on le rappelle, parce que c'est important aussi de signaler qu'au Cameroun, désormais, lorsqu'une personne fait bien son travail, on érige cela en une chose exceptionnelle. D'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui, c'est que le service à peu près normal est appelé service VIP, alors que normalement, c'est le service de tout le monde. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Miss Cameroun 2020, Audrey Nabila Monkam, 24 ans, originaire de Balenyonga, dans la région du Nord-Ouest, 1,80 m, est-elle la reine de beauté politique?
Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le président Paul Biya donne souvent en guise de fête de bonne année 1 million aux évêques, 2 millions aux archevêques, 3 millions aux cardinals, mais aussi aux églises protestantes, dont le chef de l'État a régulièrement donné ou alors souhaité les fêtes de fin d'année aux autorités religieuses de ce pays. Ces propos ne sont pas de moi, mais du cardinal Christian Toumi, les antennes de Radio Equinox. Voilà. Est-ce le comportement d'un ancien étudiant de séminaire? Est-ce le comportement du chef de l'État ou du simple citoyen? Cet argent, c'est des fonds publics, c'est l'argent du président Paul Biya lui-même. On ne sait rien. Toujours est-il que ces propos alimentent la polémique. Il y en a qui estiment que le président de la République a mis les hommes religieux dans sa poche. J'ai calculé. Oui. Le cardinal Christian Toumi a été créé cardinal en 88. Oui. Donc ça fait à peu près plus de 30 ans qu'il est cardinal. Si par an il reçoit 3 millions, ça fait 90 millions en 30 ans. 90 millions, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires camerounais qui se tuent la tâche et qui n'ont pas ce revenu-là en fin de carrière. C'est extrêmement grave, c'est les fonds du contribuable camerounais et on doit nous dire d'où ça vient. Si ce n'est pas les fonds du contribuable camerounais, il faut bien qu'on explique où sort cet argent. Parce qu'on parle beaucoup de transparence au Cameroun actuellement et la transparence doit être la chose partagée par tous les Camerounais, par tous les citoyens camerounais malheureusement. Donc 90 millions pour le cardinal Christian Toumi, si on s'en tient à ses propos, si on calcule depuis 88 où il a été créé cardinal, c'est extrêmement voilà, grave. On va démarrer le programme de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, contée comme chaque matin par Dominique Audrey. Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je vous raconte l'histoire ce matin de Nadine et de Nathan qui sont mariés depuis 8 ans déjà et ils ont 3 enfants. Aujourd'hui, ils vivent au quartier Grand Moulin où son mari a acheté une maison, mais précédemment, ils vivaient au quartier Makepé où ils partageaient la cour avec d'autres personnes. Le problème de Nadine, c'est que durant leur séjour de 3 années là-bas, son mari lui a formellement interdit d'avoir un quelconque contact avec les voisins. Au départ, elle s'est dit que c'était une blague et que son mari certainement ne pensait pas ce qu'il disait, jusqu'au jour où son mari est allé reprendre vertement les voisins et leur a interdit. En fait, il leur a dit qu'il ne voulait plus les voir se frotter à sa famille, que ce soit ses enfants ou sa femme. Cela a créé tellement de tensions, même avec la bailleresse, ce qui fait qu'ils ont dû partir de là et s'acheter une maison. Dans la nouvelle maison qu'ils ont achetée, Nathan a monté les murs, a surélevé la barrière que la maison avait déjà, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas de contact avec les voisins. L'excuse, c'est qu'il dit à sa femme que son niveau social ne lui permet pas de se frotter avec certaines personnes, dont elle se doit d'avoir une certaine posture, une certaine tenue et certaines relations, certains contacts. Donc, voilà la situation de Nadine ce matin. Elle aimerait savoir comment faire. Est-ce que lorsqu'on a un mari qui a un poste qui peut s'apparenter ou bien qui avoisine celui d'un ministre, on ne peut pas échanger avec la femme d'un mototaximan. Comment se comporter et comment faire revenir son mari à la raison? Oui, vous me regardez pourquoi? Parce que j'ai fini. Ah d'accord, ok. Non mais, d'abord, première chose, je voudrais quand même féliciter ce Nathan parce que être en location à Makepé et s'établir chez soi à Grand Moulin, c'est un exploit parce que évidemment beaucoup de gens généralement sont en location dans un coin qui est plus proche du centre-ville et s'établissent en périphérie. Lui, il a fait le chemin inverse, donc il a quitté de Makepé pour Grand Moulin. C'est quand même intéressant, Daïdo. Et il faut également dire qu'en matière d'urbanisme et d'habitat, il y a des règles. Vous avez bien vu que dans les pays comme les États-Unis, regardez bien comment les maisons sont construites là-bas. Généralement, il n'y a pas de barrière. Les maisons des façades sont là, toutes les jardins sont devant, il n'y a pas de barrière. Et même dans les pays où il y a les barrières, on limite
la hauteur des clôtures. Ça veut dire que ce qu'on voit ici, veut dire, au Cameroun, c'est le pays du... C'est wonderful, quoi. Mais les gens sont dans une folie des grandeurs. Les gens vous font des barrières à des hauteurs de gratte-ciel. Autant c'est pas autorisé, ça. C'est pas réglementé. Et donc, il faut l'expliquer aux Camerounais pour que Nathan comprenne qu'il est dans le faux quand il dit ça. Bon, c'est pas le principal problème que pose l'histoire de ce matin. Bon, Bengan, on va commencer par vous et vous allez réagir suite à cette histoire. Oui, mais non, peut-être lui, elle pose le problème de mariage, mais ça pose également le problème que vous avez dit, parce qu'on est là dans l'occidentalisation. C'est l'individualisme n'est pas africain. Occidentalisé. Je vais le prendre un exemple américain où il n'y a pas de barrière. Ils ont pris chez nous. Bon, Oui, on peut le maintenant, prouver. s'ils ont pris... Oui, parce que si on remonte à 1000 ans, même à la l'Homo sapiens, oui, d'accord. Pas l'Homo sapiens, hier là. Hier là, lorsqu'on parlait, vous parlez de roi Salomon, ce n'est pas l'Homo sapiens, c'était hier. Et Jésus Oui. qui est né, on voulait le tuer chez lui, on l'a mené chez nous, c'était hier, ce n'était pas l'Homo sapiens. Donc, non, d'abord pour revenir à l'histoire, c'est ce que nous reprochons. C'est-à-dire que lorsqu'on grandit avec l'idée que le monde c'est moi, j'oriente, j'ai venu, on n'intègre pas l'environnement dans son processus d'évolution, on est perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'elle est née, cet enfant, qui est en mariage aujourd'hui, elle se plaint. Elle dit, elle était bien, elle a grandi avec ses sœurs, avec l'environnement. Bon. À l'école, vous êtes dans un environnement où vous échangez les bics et toutes les autres commodités. Mais comment se fait-il donc qu'elle soit surprise alors qu'au niveau du mariage, on soit surpris? Les fiançailles ont duré combien de temps? Est-ce que pendant les fiançailles, ils ne se parlaient pas? Nous avons l'habitude de vous dire que les mariages qu'on contacte là, c'est mon homme, j'ai flashé, j'ai ceci, c'est des conneries. C'est des familles qui s'échangent d'informations sur le comportement de leurs enfants. J'ai dit, Monsieur Fopossi, vous voulez prendre ma fille là, elle parle trop, à peine vous dites, ah, elle est assez. Donc vraiment, mais elle n'est pas mauvaise, elle ne sera pas, mais elle a un côté négatif qui fait qu'elle parle trop, elle parle. Vraiment, comme tu veux prendre ma fille là, voilà. Mais le reste des choses, je pense que tu seras bien. Votre famille me dit, non, mon fils, lui, il est très, très cool, hein. Tu peux lui parler pendant une semaine, il va te regarder. Tu ne lui dis pas de prendre la parole, il ne te dira rien. Donc il y a un type de comportement. Mais alors, si tu le nerves, il est prêt à taper. Parce qu'on a vu comment tu grandissais avec tes... C'est ces informations-là qu'on échange. Oui. En fait, quand on dit supporter, supporte ton mari. Il faudra supporter ta femme. On supporte ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est donc mauvais? Tu es mon partenaire et que, puisque je me suis engagé à me marier avec lui, et que je vais supporter. Ces informations-là, apparemment, vous dites que vous êtes évolué. Non, mais en réalité... Aujourd'hui, il en existe pas. Dans ce couple, il n'y a pas d'affinité. Il y a beaucoup de points de rupture sur la manière de voir Voilà, ça les se rapports voit avec donc, les autres. Voilà, ça Oui. se voit donc pendant les fiançailles. Pourquoi vous allez donc ensemble? Puisque depuis les fiançailles, tout vous sépare. Le flashage du cœur là, je ne sais pas. Vous n'êtes d'accord sur rien. Voilà, vous n'êtes d'accord sur rien, mais vous dites, non, marions-nous. C'est pour faire quoi? Nous pensons que le mariage c'est le bonheur. On conçoit le mariage dans le bonheur. C'est pour ça qu'on échange les informations, j'allais dire, qui sont les défauts de l'un et de l'autre. En fait, c'est ça qu'on change. Mais aujourd'hui, les gens cachent leurs défauts. Quand vous venez avec chacun cache et quand vous vous mariez, on sort des griffes. Et alors, ça, la mère a l'habitude de vous dire, on cherchait les partenaires, on est venu trouver les adversaires. Dans le cas d'espèce, qui a donc caché ces griffes? Mais vous répondez, c'est pas votre toute parole, Dominique Audrey. Vous êtes pressé de répondre que c'est l'homme. Je vois les deux tourtereaux, ils n'ont jamais rien fait, ils se sont flashés l'un l'autre. Ils n'ont pas vu, ils ont pensé que le monde s'est terminé avec eux.
Lorsqu'ils se découvrent donc maintenant avec un poste ici et là, chacun commence à trouver son identité. Ça veut dire que c'est des gens, l'un et l'autre. Papa pouvait pas lui dire, va me puiser de l'eau, il va puiser. Ou bien, voilà, quelqu'un, on a vu les étrangers à la maison, dormez là, on aménage votre lit pour que papa qui est rentré du village dorme, il va même refuser de manger à table avec papa et tout. J'ai dit même la femme, même celle qui se plaint là. Je ne parle, je l'ai dit de droit au camp. Ils ne sont pas formés pour le mariage, en fait. Bon, davantage pour vivre ensemble. Voilà. Parce que on voit très bien qu'il y a beaucoup de... Il y a, on va dire, de l'intolérance même. Il y a des positions où on se braque. Et vous savez que généralement, je pose la question à vous, Karine Sontia, généralement, on nous bassine les oreilles avec le fait que les contraires s'attirent, mais nous sommes là face à des contraires qui se repoussent de manière frontale et brutale, non? Je ne sais pas s'ils se repoussent. Ils n'ont juste pas la même manière de voir les choses. Et ça reste comme ça, ils ne se repoussent pas. La preuve, ils sont mariés, ils ne se repoussent pas. La fille n'a pas dit qu'elle veut divorcer parce qu'il ne comprend pas ça. Je ne pense pas. L'histoire, c'est comment faire pour amener son mari à comprendre qu'il ne peut pas vivre associé. Comment? Un individu associé qui vit hors de la société. Asocial ou associé? Asocial, voilà. Il ne peut pas vivre de manière asociale. J'ai cru que il doit vivre avec les gens. Je sens que je passais à la 4e dimension. Non, du tout. D'accord, ok. C'est juste ça, en fait. Autour de nous, il y a bien des personnes qui n'aiment pas le voisinage. C'est-à-dire qui n'aiment pas les relations que vous appelez bon voisinage. Qui préfèrent être dans leur bulle, qui sont capables de tout, de souffrir dans leur chair, mais de rester à l'intérieur, de ne pas faire sortir la douleur. Il y a des gens autour de nous qui n'ont même pas besoin de barrières pour que vous ne sachiez jamais ce qui se passe chez eux. Parce qu'on dit que c'est le toit qui couvre les choses. C'est les traditionnalistes qui nous disent souvent ça. Par rapport à l'histoire du jour, on a affaire à une femme qui est entrée dans un couple sans peut-être connaître cette partie-là de son partenaire, peut-être parce qu'eux, ils vivaient dans les appartements, dans les étages, là où c'est pas facile de voir le voisin. Comment est-ce que vous allez savoir que quelqu'un existe? C'est pas facile. Maintenant, quand ils sont mariés, ils ont dû vivre dans une cité là où il y a des gens, il faut quand même dire bonjour aux gens. Est-ce qu'ils refusent le bonjour? Ou est-ce que c'est le fait de demander la cuillère qui le dérange? Est-ce que c'est le fait de demander du sel qui dérange Nathan? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Parce que il y a le côté pervers des relations avec les voisins que beaucoup de personnes esquivent. Des gens ont peur du côté pervers des relations avec les voisins. Parce que non seulement votre voisin est capable de prendre tout chez vous, mais il est aussi capable de tout mettre chez vous. De la même manière qu'il vient prendre du sel, de la même manière il vient déposer une épine. De la même manière il vient prendre de l'eau, de la même manière il vient déposer de l'acide. C'est ça qui fait que les gens ont peur. Non, en fait, par rapport à l'histoire du jour, moi c'est de la méfiance. Nathan est méfiant. Il est méfiant du voisinage. Peut-être qu'il a... On a parlé de la fille que peut-être elle a grandi dans une grande famille avec et tout. Mais le garçon, peut-être que lui, il a grandi là où il y avait peut-être cette barrière-là, ou encore il a été victime de quelque chose qui l'a frustré et il a dit plus jamais avec les voisins. Raison pour laquelle, lui, il préfère vivre dans son espace. On ne va pas crucifier quelqu'un parce qu'il ne veut pas vivre avec les voisins. Quand même. Non, je pense qu'il travaille quelque part. Karine, non, je pense qu'il travaille quelque part où il y a des collègues. Karine, vous me perdez. Non. Vous avez commencé par dire comment rendre son mari... C'est la question de Dominique Audrey. Oui. C'est la question. Maintenant, vous dites qu'il faut comprendre que le monsieur... Qu'elle commence par là. Oui. Qu'elle commence par comprendre. Parce que vous ne pouvez pas résoudre un problème. Non, vous dites comment amener son mari à tous les gens. Oui. Il faut d'abord qu'elle comprenne ce qu'il vit. Elle ne peut pas résoudre un problème sans connaître ce que les gens vivent. Il faut qu'elle comprenne ce qu'il vit. Il faut qu'elle lui demande. Pourquoi est-ce que... Il ne faut pas qu'elle dise... Qu'elle vienne nous dire qu'il ne veut pas qu'on parle avec les voisins et tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vécu qui le pousse à être aussi méfiant? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui explique cela? Et quand elle va trouver ce qui explique, elle pourra lui montrer le bon côté des relations avec les voisins. D'accord, voilà. C'est plus intelligible maintenant. Alors, Charles Hamel, dans l'histoire de ce matin, je voudrais bien que vous puissiez nous distribuer les bons et les mauvais points dans cette histoire. Alors, M. Eric Fopoussi, il faut dire qu'on ne peut pas vivre seul. Ma voisine sur ce plateau, c'est Karine Sontia. Ça veut dire que tous les jours, de lundi à vendredi, elle est ma voisine. Pendant 2 heures. Que vous le voulez ou non, elle est ma voisine.
Oui. Même si on ne s'entend pas en off, en on doit s'entendre. On est d'accord, monsieur Eric Fopoussi? Davantage, c'est en... Non, c'est en on que vous entendez. je suis en train de dire, Ok. donc, j'explique pour qu'on comprenne que Oui. vous ne pouvez pas vivre sans voisin. À défaut de ça, vous êtes un perroquet. Vous savez que le perroquet est le seul animal qui ne se reproduit pas sur Terre. Sauf dans les hauteurs. Ça veut dire le perroquet, vous avez des gens qui élèvent perroquets mâles et femelles. Ils ne vont jamais se reproduire. Le perroquet ne se reproduit qu'isolé et dans des hauteurs. C'est là où il a son adrénaline. Donc vous allez vous rendre compte que voilà comment ça fonctionne. Donc ce monsieur doit être un perroquet qui a besoin de se retrouver au milieu du monde dans les airs pour que son adrénaline montre qu'il se sente heureux. Les Bantous disent que le voisin est le seul frère que votre mère vous a caché. Voilà ce que dit les Bantous. Le voisin est le seul frère que votre mère vous a caché. Parce que c'est le voisin qui vous assiste. Dominique, lorsque vous êtes couché, vous criez « Aïe !» La première personne qui toque, ce n'est pas WhatsApp. La première personne qui toque, ce n'est pas Facebook. Pas ton père. La personne qui toque, ce n'est pas ta mère, c'est ton voisin qui dit « Voisin, il y a quoi ?» La première personne qui fouille vos poubelles, c'est votre voisin. La preuve, lorsqu'Isaac en passe, beaucoup qui ont des barrières, ils croient qu'ils sont protégés. Mais lorsqu'Isaac en passe, on aligne les seaux. Chacun est devant son seau. Pendant que ton seau ouvert, le voisin dit la femme s'y mange. Elle mange des saucissons, il est tranquille. La femme s'y mange les jambons, le voisin voit. Le voisin, c'est le seul qui connaît ce que votre enfant fait. Et c'est le voisin qui a la susceptibilité de régler. D'où cette autre maxime. Bantou, l'enfant n'appartient pas qu'au géniteur, il appartient au village. Dans le village, il y a le voisin. C'est le voisin qui connaît qui trompe ta femme, qui drague ta femme. C'est le voisin qui connaît avec qui ton mari sort. Quand vous décidez d'exclure le voisin avec la barrière, je tiens à vous rappeler que nous, l'Afrique a eu deux types de barrières. On a eu les tranchées pour ce qui était les guerres. Si vous allez dans les zones de Bayangam, non pas Bayangam, dans la zone de Bankim, la zone de Bankim, une partie du Ndé, beaucoup plus dans la zone de Bouddha, vous allez voir des tranchées. Lorsqu'il y avait des guerres, les gars creusaient des grosses barrières, mais souterraines, qu'on recouvrait pour éviter que les gens passent. Dans les zones de Bayangam, Batoufam, Bandrefam, Baham, Bawang, Banjoun, vous retrouvez des maisons avec des concessions, avec des grandes barrières jusqu'à Batié, avec des grandes barrières où on entre avec l'échelle. Lorsque vous êtes de l'autre côté, vous tirez l'échelle de dehors, vous remettez dedans. Pour sortir le matin, on relance l'échelle parce qu'il y avait le maquis, les gens traversaient, incendiaient. Donc quand ils trouvaient ces grosses barrières en bambou, ils ne parvenaient pas à entrer. Voilà ce que je sais en termes de barrières pour compléter ce que Mbabok a dit. Donc je pense que ce monsieur est malade. Il est très malade, il a atteint de schizophrénie. Il faut qu'il se soigne parce que vous ne pouvez pas vivre sans le voisin. Le voisin, c'est chez lui, c'est qui on se renseigne. Monsieur Eric Fopoussi, quand j'arrive chez vous, la première personne à qui je dis bonjour, c'est le voisin. C'est pas vous. Je salue d'abord le voisin. Bonjour, c'est comment? Ah, tu es venu voir monsieur Fopoussi. Ah oui, il est même là, il est avec sa femme. Elle m'a déjà donné deux informations. La première, vous êtes là. La deuxième, vous êtes avec votre femme. Donc si je suis en position irrégulière, si je suis mal placé, il faut que je me rectifie pour arriver vous voir. C'est ça le voisin et je crois qu'il a mal pensé. D'accord. Pardon. Alors, Dominique Audrey, vous êtes sur quelle ligne ce matin? Je suis sur la ligne de ceux qui penseront certainement à la maison que cet homme c'est un parvenu qui a été surpris par l'argent. Vous savez ce que ça fait quand on n'a jamais rien eu dans sa vie et qu'on finit par avoir quelque chose. Forcément, on a envie que tout le monde le voit. On veut que tout le monde sache que désormais, je peux manger du saucisson ou bien du jambon. Oui, c'est simplement un homme qui a visiblement eu du manque lorsqu'il était plus jeune ou bien avant qu'il n'ait ce travail-là. Et aujourd'hui, il a tellement d'argent qu'il ne veut plus se mélanger avec les gens. Je connais quelqu'un qui disait parfois qu'il y a des gens dans notre passé ou bien dans notre vie que quand on les regarde, on n'a plus envie de les voir parce qu'ils nous rappellent notre souffrance. Donc c'est ça. Peut-être, oui. En fait, c'était des relations homme-femme. Il disait que... Ou à Bonanjo. Bah, il a acheté une maison. Désormais, Bonanjo, Bali. Il nous excuse. C'est saturé. Maintenant, le problème que moi j'ai avec cette femme, c'est qu'elle laisse la latitude totale à cet homme-là de pouvoir lui imposer comment est-ce qu'elle doit vivre. Oui, c'est votre mari.
oui, c'est le chef de famille et tout ce qu'on veut. Mais maintenant, vous avez votre mot à dire. Vous avez votre mot à dire. Il n'a pas à vous traiter comme si vous êtes une gamine, quand même. C'est pas lui qui va vous dire comment vous allez parler avec les gens, comment... Je suis d'accord qu'on doit restreindre au maximum les relations avec le voisinage, parce que moi-même, je suis pas à l'aise avec. Mais... Oui, je ne suis pas très à l'aise avec par rapport à comment est-ce que j'ai grandi, mais il faudrait quand même un peu d'autorité de la part de Nadine. Oui, elle doit faire preuve d'un peu d'autorité. Vous êtes mature, vous avez quoi, 30 ans? Et à 30 ans, on va vous dire comment vous devez parler avec les gens? Non, quand même, non. Moi, je vous regarde et je me pose des questions. Hein. Sur quoi? Je peux vous répondre. Ça Non, confirme plutôt ce que vous avez dit. Ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Oui, bon, oui, il y a... Non, il y a oui, ils sont tous les opposés. Oui, tous les opposés. Il n'y a rien, il n'y a aucun point sur lesquels... Parce qu'elle est trop Ces gens- soumise. Non. Elle est trop soumise. Le mari donne des indications et elle accepte. Et elle obéit. Mais Elle vous avez un obtempère. mari qui a décidé de ne pas vivre dans la société. Vous voulez être mené une vie communautaire. Oui. Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous Elle rapproche? l'amène. Je pense qu'avec le temps, elle peut ramener c'est- son mari. Non. Si on peut, Ça, c'est le rêve. Vous faites du rêve, là. Monsieur Fopoussi, On n'est pas en non, science Monsieur fiction. Fopoussi, si on peut Oui. faire sortir une femme qui est vendeuse de plaisir Mhm. dans les rues, on peut faire changer un homme qui n'aime pas le voisinage. Ça veut dire Comment? qu'avec le temps, non, avec le temps, on peut faire changer Avec son quel temps? mari. Le monsieur, Il y a sûrement une le monsieur a explication. déjà conçu une barrière, une barrière, Ce n'est une pas ça. barrière à Ça hauteur. n'empêche pas d'avoir des C'est-à-dire relations que- avec les voisins. Hein. Il est- Et même ce- cette non. barrière-là n'empêche Et pas. ce qui est intéressant chez vous, c'est pour vous, c'est de dire ceci. Il y a des couples, puisqu'on parle de couple, ici on a généralisé un tout petit peu en disant, voilà, il faut être avec le voisinage. Mais il n'exclut pas qu'il y a des couples où le monsieur, qui est plutôt comme ce Nathan-là, amène sa femme à devenir comme lui. Prenez aussi cette hypothèse où, justement, Monsieur cette hypothèse où en 10 il parvient à secondes, convaincre sa femme. Je vais Oui. vous raconter l'histoire Oui. d'un monsieur. Ça s'est passé en Komkana, plus précisément, pas très loin de Makaboba. Quand je parle de Makaboba, non, c'est pas parce que les gens parlent de l'immeuble, non, je dis le vrai Makaboba, c'était dedans. Ce monsieur est arrivé, bon, quand il y avait deux quartiers, monsieur Rifopoussi, il dit des histoires avec les voisins, je suis pas là, j'ai des traumatismes dans ma vie, il envoie un casier de bière. Lorsqu'il y a deux n'importe où, la Quelle histoire? il envoie Il a un déjà casier. C'est un Makaboba, le gars de Komkana. Je connais l'histoire. C'est un casier. Le jour qu'il a perdu sa propre femme, Voilà. il a eu chez lui un dépôt. Les Il a eu chez lui un dépôt avec 300, d'autres notamment les 3 casiers. On a dit pleure. Il est sorti, il s'est mis au carrefour, comme Kana. Il s'est agenouillé, il s'est mis à pleurer pour dire, je ne savais pas que ça faisait mal comme ça. C'est dans cette situation que ce monsieur va se retrouver. Vous ne pouvez pas vivre. Le 25 décembre, vous savez combien de plats ont circulé entre les voisins? Aujourd'hui, toi tu prépares quoi demain? Je prépare le cuit. Toi tu prépares quoi? Je prépare le tarot. Chacun échange les plats que quoi maman ces goûte. questions? C'est ça. C'est quoi ces questions? C'est ça le voisinage. C'est ça le voisinage. Voisins partageons. Ouais. Voisins échangeons. Non, Pas à ce non, point. non, et non. Entendez-vous, hein? Pas moyen. On se retrouve, on peut se Entendez-vous. retrouver, on peut se retrouver, on pose des casiers de bière, Oui. mais affaire nourriture. Bon, là. bon, écoutez, bon, ce qui est certain, c'est que la situation économique du Cameroun a tranché, hein, parce que le 25 dernier, les gens n'avaient pas trop à manger. Donc, tout le monde était dans la Ils région. ont échangé le peu. Ils ont échangé le peu qu'ils avaient. Non, mais avec- Oui. Mais il y en a qui n'ont pas préparé. Mais monsieur, Les Nations Unies se sont rendues compte de ce Ouais. que Charles Hamel vous dit, qu'ils ont créé même une journée des voisins. Voilà. Parce Merci. que justement, vous allez Merci beaucoup. dans votre évolution, que nous appelons régression, vous allez, Il y a même les vous carrefours voulez en voisin, éliminer, voilà. vous voulez éliminer En le tout cas, voisinage. entendez-vous hein, sur le plateau. Il sur, existe sur une ce que journée c'est des qu'un voisin. voisins. On va tout de suite. Les réunions dans les quartiers, vous avez les réunions des voisins. D'accord, Les gars, c'est on va s'arrêter là pour ce matin, merci infiniment. Nathan et Nadine. Et Nadine doivent s'entendre. Madame, monsieur, restez avec nous parce que la suite de cette émission nous laisse penser, enfin, monsieur Bachou est en place, voici sa colère. Je m'interroge ce jour sur la question du pacte colonial. Le 26 décembre dernier, la toile était inondée. Fin des accords de ci, fin des accords de ça. Levez-vous les chefs d'Afrique pour pouvoir intervenir et ne signez plus.
D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le pacte colonial? Quelle est l'identité de l'initiateur? Quel était le but recherché? Quels en sont les bénéficiaires? Telles peuvent être les questions qu'on se pose. Il est une vérité vraie. Aujourd'hui encore, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et ce malgré l'indépendance. 14 pays africains contraints par la France à payer l'impôt colonial pour les avantages de l'esclavage et de la colonisation. Aujourd'hui, 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de France, sous le contrôle du ministère des Finances français. Pourquoi est-ce que l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, paie un tribut à la mère patrie? Ces accords concernent de nombreux domaines, tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Comment comprendre que la mère patrie oblige encore de nos jours plusieurs pays d'Afrique francophone, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun à payer un impôt colonial. Comment comprendre qu'il y a encore des pays africains qui ne se refusent pas à cette idée de contribuer, ce qui offre une trésorerie d'environ 500 milliards de dollars en provenance de l'Afrique, et ce par année. Faites un calcul simple sur les 60 ans. 500 milliards fois 60 ans, ça donne combien? Je maigris pendant qu'ils prennent du poids. Comment comprendre que cette mère patrie permet à ces différents pays africains d'avoir accès à seulement 15% de leur argent, de leur propre argent? S'ils veulent avoir un montant un peu plus élevé que ces 15%, ils doivent emprunter leur argent à des taux commerciaux. Comment comprendre que la mère patrie leur prête leur propre argent avec des taux d'intérêt prohibitifs au nom de l'impôt sur le fauteuil, puisque bon nombre de chefs d'État africains sont installés au pouvoir avec l'aval ou l'appui logistique de la France? Les dirigeants africains qui refusent sont tués ou victimes de coups d'État. Ceux qui obéissent sont soutenus et récompensés par la France grâce à un style de vie somptueux, tandis que leur population enduit la misère et le désespoir. Les exemples sont longs. Sékou Touré en 1958, Sylvanus Olympio du Togo en 1963, David Dako en 1968, Maurice Yameogo, le tout premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui appelé Burkina Faso. 1972, Mathieu Kérékou. Ah, les noms sont lourds. Au cours des 50 dernières années, tous ceux qui se sont refusés ont eu à payer. Comment comprendre le fait pour la mère patrie de ne pas être prête à se passer de ce système colonial qui lui offre une grosse trésorerie? Savez-vous que la politique monétaire qui régit un tel regroupement de pays est simple, du fait qu'il est géré par le Trésor français sans en référer aux autorités fiscales centrales comme l'UEMOA et la CEMAC? Allez donc comprendre les propos réformistes de Emmanuel Macron. Savez-vous que les deux banques CFA sont africaines de nom, mais n'ont pas de politique monétaire propre? Les pays eux-mêmes ne savent pas, ne sont pas informés à hauteur de combien la réserve de change détenue par le Trésor français leur appartient en tant que groupe ou individuellement. On parle du pacte colonial. Il s'étend sur 14 points. Voici les termes. Premier point, la dette coloniale n'a des avantages que pour la France. Les pays nouvellement indépendants doivent payer pour l'infrastructure construite par la France dans le pays pendant la colonisation. Donc si pendant la colonisation, la France vous a construit un hôpital, vous devez payer l'impôt. Une école, vous payez l'impôt. Un centre d'éducation
pour les indigènes, vous payez l'impôt. Deuxième point, confiscation automatique des réserves nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves monétaires nationales en France à la Banque centrale. La France a tenu des réserves nationales de 14 pays africains depuis 1961. Point 3. Droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Nul n'est censé ignorer qu'à 30 mètres du sous-sol camerounais, c'est déjà la France, ce n'est plus le Cameroun. Ce qui nous appartient est à moins de 30 mètres. Ça, c'est le pacte colonial. Quatrième point, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques. Dans l'attribution des marchés publics au Cameroun, les entreprises françaises doivent être considérées en premier lieu et seulement après, on pensera aux autres. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des pays concernés. Sixième point, droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Rappelez-vous de la Côte d'Ivoire. Septième point, obligation de faire du français, obligation de faire du français la langue officielle du pays et de la langue pour l'éducation. Huitième point, obligation d'utiliser l'argent de la France coloniale, le franc CFA. Neuvième point, obligation d'envoyer le rapport annuel France du solde et des réserves, sans le rapport, pas d'argent. Dixième point, renonciation à entrer en alliance militaire avec tout autre pays, sauf autorisation par la France. Onzième point, obligation de s'allier avec la France en situation de guerre. Savez-vous que la France a fait payer à Haïti l'équivalent moderne de 21 milliards de dollars de 1804 à 1947, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français suite à l'abolition de l'esclavage et à la libération des esclaves haïtiens. Dans tous les cas, sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Et cette histoire passe par le pacte colonial qu'il faut absolument déchirer. Et on a des exorcistes prêts à déchirer ce pacte ou à exorciser ce pacte. Alors, cette colère arrive dans un contexte où il y a un débat autour de la colonisation en Afrique. Alors, Emmanuel Macron a tout récemment parlé d'un crime contre l'humanité, alors que beaucoup estiment que cette colonisation ne saurait en aucun cas être qualifiée de crime contre l'humanité et que, au contraire, à contrario, c'était plutôt une bonne chose pour le continent africain. Ce débat arrive là et ça débouche donc sur ce pacte colonial, sur comment est-ce que le colon voyait la colonisation. Et quand on voit le pacte colonial et tout ce qui a été inscrit à l'intérieur, on voit très bien que le colon ne pense pas que la colonisation est un crime contre l'humanité. Davantage, et au contraire, il pense qu'on doit le dédommager, qu'on doit rattraper les frais qu'il aurait engagés pour cette colonisation. C'est pourquoi justement vous voyez qu'il y a beaucoup de préférences pour le colon dans ce pacte colonial qu'on a obligé les Africains à signer. D'abord, Bengan, je commence par vous. Pour vous, que signifie donc ce pacte colonial? Il représente quoi pour vous? Un crime contre l'humanité et un crime qui est organisé par l'Église catholique romaine. C'est bien le pape qui l'a fait, qui a écrit une lettre le 8 janvier 1454 pour demander au roi du Portugal d'engager l'esclavage. Et le pacte colonial, qui est la suite logique de tout cela, oui, qui vient avec la colonisation. Non, la colonisation est la suite logique de la traite négrière. Donc il n'y a pas... Vous ne pouvez pas analyser le pacte colonial et ce qu'il en est sans savoir où est l'origine. Donc, il n'y avait pas de philanthropie dans la colonisation, comme une certaine opinion veut nous faire croire. Lorsque le pape vient recevoir les premiers esclaves en 1459 à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qu'il dit? Nous remercions Dieu d'avoir créé des hommes qui seront à notre service toute leur vie. Voilà le message que vient vous dire du Saint-Père. Bon, quand le message vient donc de Dieu, on fait comment?
C'est pour cette raison qu'il y en a qui vous diront que c'est le fardeau de l'homme blanc. Donc c'est nous qui devons, j'allais dire, remercier les colonisateurs de nous avoir dépourvus de tout. Voilà, c'est... Non, en fait, non. C'est, j'allais dire, le capitalisme mondial imagine des formules chaque fois pour recadrer son capitalisme. Vous parlez de Macron, même la mondialisation aujourd'hui. L'idée est née de Madame Thatcher et de Ronald Reagan. L'idée n'est pas née du pape. Il fallait retirer l'influence des États pour laisser les multinationales. Edmund Kohl et Mitterrand ont adhéré par la suite, mais l'idée principale, c'est Madame Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Quand on a institué, ils ont imposé les cours dans des universités en parlant de globalisation. Donc, c'était ça. Pour le parc colonial, aujourd'hui, l'aspect que nous vivons dans l'Afrique francophone, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle. Mais ce n'est que la suite. C'est-à-dire que quand De Gaulle arrive, notamment en 1945, voilà, il veut rassembler des alliés autour de l'ennemi commun, qui est Hitler et ses alliés. Il faut combattre, il fallait donc ramener un certain nombre de gens. Après avoir gagné d'abord l'Allemagne en 14-18, il fallait maintenant étendre le champ. Et c'est là où le capitalisme mondial se réforme à nouveau et aboutisse donc à ces pactes. Et il a dit, parce qu'en fait, l'idée part même du Cameroun. L'idée part du Cameroun lorsque l'UPC naît en 1948 et pose le problème de l'indépendance. Ça les surprend. Ça les surprend au point où, au Cameroun, c'est comment je veux dire, l'idée obtient l'adhésion des masses populaires au point où la France est surprise. Des indigènes. Voilà, la France est surprise. Oui. Et elle est obligée donc de réformer, de mater les rébellions. Et l'aboutissement était quoi? Et surtout lorsque Sékou Touré a encore levé le ton, il a dit, mais je n'attends pas le truc. En 1958, il a dit non. De Gaulle dit indépendance avec accord de coopération ou pas d'indépendance du tout. Il prononce ses propos à Brazzaville, ça n'était pas en France. Ça ressemble plutôt à une posture d'une personne prise de court. Oui, tout à fait. Pas par les événements. Oui, absolument. Il a dit, mais voilà les indigènes. Comment se fait-il qu'ils puissent avoir une telle arrogance pour prétendre s'opposer à moi, de Gaulle, ou à nous, à la métropole. À la métropole. Oui. Donc voilà, c'est ça l'idée. On vous dit donc indépendance avec accord de coopération ou pas d'indépendance du tout. Est-ce que c'est une exclusivité francophone? Oui, c'est une exclusivité francophone. La preuve, la France engage le sommet France-Afrique en 1973, les États anglophones, parce que lorsque la couronne britannique vous libérait avec leur indirect rule, on vous libérait vraiment. On vous libérait. Vous verrez, regardez les pays anglophones. Le Nigeria, lorsqu'il fait ses produits manufacturés, même vous parlez souvent, le Ghana, les pays anglophones, non, même le petit Ouganda. Voilà, ils ne sont pas comme nous. Oui. Nous c'est la mère patrie. On réfléchit pour vous. On vous donne tout. Et même lorsqu'on vient vous dépouiller, vous dites merci, merci chef, merci monsieur, merci. Alors qu'on vous a dépouillé de tout. Non, malheureusement. Donc, non, c'est une exclusivité francophone. Donc quel est ce contenu justement? Le contenu, Chalamel a dit, mais je résume en une phrase. Vous ne devez grandir que le jour où nous le voudrons. Et un journaliste français a d'ailleurs écrit une grande tribune au journal Le Monde en 2004. Lorsque l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra se recoucher. Vous voyez, voilà le truc. Lorsque l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra se recoucher. D'accord. Donc voilà les termes. Alors, est-ce qu'en l'état actuel, puisque c'est bien le but de la chronique de Charles Abel, on peut sortir de ce pacte colonial? Oui. Et comment en sortir? On peut sortir. Comment en sortir? Comme les gens ont peur. Je veux dire, nos présidents francophones préservent les intérêts français. La preuve, ceux de la CEMAC n'osent rien dire. Idriss Déby a dit quelques mots là, mais de manière civile, Obiangema aussi. Mais ils n'osent rien pas parler. Il faudrait que les peuples s'approprient le débat et les amènent à imposer des leaders
qui vont prendre la tête des États. Mais ceux qui sont là, non, n'attendons pas. N'attendons pas. Puisqu'en fait, il y en a qui ont pensé que l'armée ne peut pas. Pour le cas du Cameroun, si vous lisez la loi 2011-423 du 20 avril 2011, autorisant le chef de l'État à ratifier l'accord entre la France, le gouvernement français et le Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'en fait, même notre armée, comme dit là, n'est pas appartient à la France. Parce que beaucoup sont formés... Absolument. Oui. Notre sous-sol, à partir de 30 mètres en bas, ça appartient à la France. Donc, même si chez vous, on a parlé de ce voisin-là, qui veut... S'il fait donc le forage, il fait un forage qui va à plus de 30 mètres, la France peut lui demander de payer les impôts par rapport à l'eau qu'il prend qui est au-delà de 30 mètres, alors qu'il dit même qu'il a un titre foncier. Donc vous dites que la grande difficulté pour sortir de ce pacte colonial, c'est la trop forte connivence que l'élite camerounaise, africaine en général, a avec la France, cette dépendance qu'il y a, parce que beaucoup sont formés en France, beaucoup y ont été... ont des passeports français. Beaucoup ont des passeports français, beaucoup y ont été, par exemple, on va dire quoi, parrainés, permettez-moi d'utiliser un terme beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, parrainés, au sens même de l'initiation spirituelle. Donc, on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se lever contre la même patrie. Voilà, vous ne pouvez pas. Justement, je résume seulement. D'abord, à partir de 1945, les Paul Biya, tout ce monde, Niad Difendi, ils ont eu leur bourse à travers le fonds, le fonds FIDES, Fonds international pour le développement des territoires d'outre-mer. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont dit, et c'est ce fonds qui a encadré le premier plan quinquennal jusqu'en 1965 et qui a continué à payer les coopérants français qui étaient dans nos lycées jusqu'en 90-91. L'autre chose, c'est qu'ils sortaient de Polytech, Paris, de tout. Ils avaient donc l'initiation à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie et dans les ordres encadrés par l'Occident, Opus Dei et tout ce que vous voulez. Bon, ceux qui ne voulaient pas que cela soit ainsi, vous étiez encadré par l'église catholique romaine. Et là, il y a même une bataille entre l'église catholique et les protestants. C'est l'église catholique romaine qui a tué l'école protestante de Foulassi. Il ne faut pas le nier. Oui. On peut le donner. Donc, en fait, il fallait que la France prenne la même mise, puisque les protestants, c'est vrai, il y en a qui sont venus de la mission de Bâle en Suisse et d'autres étaient les Américains. Mais les Américains avaient une propension à prendre tout. Les Français ont estimé que, fille aînée de l'église catholique, il faut implanter l'église catholique partout pour que ceux qui ne sont pas arrivés puissent les contenir. Initialement, c'est le débat qui nous amène aujourd'hui. Et c'est là où je plains même mon Christian Toumi qui vous dit la situation s'arrange en zone anglophone. Donc, voilà. Même les laïcs, Opus Dei, franc-maçonnerie, Rose-Croix, vous allez faire comment? Donc, en fait, il faudrait former une nouvelle élite aujourd'hui qui devrait savoir que c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils vont vous dire, mais ce n'est pas la France qui coupe nos forêts. Mais je vous dis, c'est la France. Puisque Giscard d'Estaing a des vastes forêts. À l'Est Cameroun, le président Biya ne peut pas parler. Il a trouvé ça. D'accord. Donc, il n'a pas les moyens de... Le pacte colonial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Audrey? Bon, bref, on est en train de discuter, mais après, il faut bien qu'on soit logique avec nous-mêmes. C'est un problème. Ce que j'ai envie de dire, M. Fopoussi, c'est qu'on est tous des Français à la fin. Parce qu'ils auraient dû faire comme des îles où il y a des Noirs là-bas. Ce sont des îles françaises. Et on aurait dû faire du Cameroun. En Guyane, Guadeloupe, Martinique. Par exemple. Parce que quand on écoute le déroulé de M. Mbachou, on se rend compte que si on doit parler obligatoirement la langue, si on ne doit pas avoir des produits manufacturés qui viennent du Cameroun, si on doit payer les impôts et tout ce qu'il a cité, ça fait de nous des Français totalement, parce que c'est une perte de temps. Ce pacte colonial a eu des clauses publiques. Et maintenant, à côté, il y a des clauses secrètes qu'on ne nous a pas dit. Puisqu'on est dans un pays où on doit payer les impôts, dans un autre pays où on a des orientations par rapport à l'éducation de chez nous, on a des orientations par rapport à notre politique. Je pense que si on veut changer ça, Monsieur Fopoussi, si on veut changer ça, on doit avoir des leaders nationalistes
qui seront à même de veiller les consciences de nous autres, parce que c'est nous qui sommes censés payer ce tribut-là. Puisque M. Bachoua mentionnait que toutes les infrastructures que la France a faites ici, on doit pouvoir rembourser à un certain moment. On doit éveiller les consciences de tout le monde et de savoir qu'on doit pouvoir mettre un stop à ça, puisque nos dirigeants, visiblement, ne peuvent pas le faire. Ils sont cloués. Ils sont cloués. Donc, puisque nous, on n'est pas redevable, on doit pouvoir le faire. Et ils nous ont vendu ces dirigeants-là pour avoir les aides publiques, pour avoir les aides sociales, pour avoir les aides militaires même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés de se taire. D'accord. Qu'on soit bien clair, l'Afrique n'est pas redevable à aucune puissance occidentale. Il faut qu'on soit bien clair. Au contraire, de manière écrite ou de manière au contraire, je dis non. Je veux dire que ces gens-là qui ont, oui, je dis bien que ces gens-là qui ont signé ces contrats-là n'ont pas compris que l'Afrique n'est pas redevable à aucune de ces puissances. Au contraire, ces puissances auraient de l'argent qu'ils ne pourraient pas nous payer jusqu'au centime qui nous permet de réparer le traumatisme spirituel, psychologique et le lavage de cerveau qu'ils ont causé aux Africains, parce que c'est quand même clair que nous sommes aujourd'hui tous un peu, nous sommes, même si parfois on dit que nous sommes traditionnalistes, mais à un moment donné quand même la réalité vous rattrape. Karine Sotia, allez-y, prenez la parole. Le pacte colonial tel que M. Bachoula décrit ici nous revient à après les indépendances. Par contre, c'est depuis la présence coloniale que le pacte colonial existe. C'est-à-dire qu'on faisait payer aux indigènes et aux autochtones des tributs pour leur existence. Puisque vous existez, vous devez payer en tribut. Et soit on venait les collecter par vos propres chefs, ou soit vous-même vous alliez donner aux colons. Et ce qui me reste marquant, c'est que jusqu'aujourd'hui, on continue de payer ces tribus-là. Si on ne le fait pas de manière physique ou de manière directe, en achetant un bout de pain, on paye le pacte colonial. En souscrivant ou encore en faisant des réserves dans des banques ou encore en épargnant dans des banques, on souscrit au pacte colonial. Et ça m'interroge, ça me pousse à m'interroger, notamment sur la question de la souveraineté entre guillemets que nos chefs d'État se réclament souvent, parce que si vous avez 50% de vos réserves d'échange dans la banque de quelqu'un et qu'il permet à cette personne de développer lui son territoire à lui, ça permet à cette métropole d'investir dans son capital, d'investir dans ses entreprises, d'investir pour revenir encore vous piller davantage. Ça veut dire qu'en fait, votre souveraineté, c'est un rêve. Et c'est vous qui rêvez de la souveraineté. Je vous donne une révélation qui a été faite tout récemment et qui a été rendue publique. La France a utilisé le compte d'affectation pour payer ses propres dettes à elle. C'est sorti tout récemment. La France a utilisé le compte d'affectation qui est au Trésor français pour payer ses propres dettes envers ses créanciers, au plus fort de la crise qui l'a touché. Alors, Chalamel. Monsieur Rifopoussi, je suis quand même surpris que jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ne se soient pas levés pour dénoncer la grosse forfaiture qui est organisée. Savez-vous que, monsieur Rifopoussi, tous les conseillers chargés de négocier les accords avec la France étaient des Français? Les accords de défense entre le Cameroun et la France ont été négociés côté camerounais par deux Français, Jacques Rousseau et Georges Becquet. Qui représentait le Cameroun. Non, la France a signé avec la France. Avec elle-même. Avec elle-même. Voyez-vous jusqu'à quel point, monsieur Eric Fopoussi, ça il faut que les Camerounais le savent, qu'on a dupé les Camerounais depuis le début. Parce qu'un gars censé ne pas signer ça. Donc, la France a négocié avec deux Français pour l'avenir, concernant l'avenir du Cameroun. Qui leur a donné quitus? Ces documents sont où? Je crois qu'il est temps que les Camerounais interrogent ces différents points. Monsieur Rifopoussi, en mars 2008, l'ancien président Jacques Chirac avait déclaré « Sans l'Afrique, la France va glisser vers le bas dans le rang de troisième puissance ». En mars 1957, c'est François Mitterrand qui déclarait « Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle ». J'ai bien l'impression, pour ce qui concerne le Cameroun, que les dés ont été pipés dès le départ. Il faut qu'on se lève. Rappelons-nous qu'en 1958, lorsque Sékou Touré avait pris sur lui de sortir, il a dit qu'il va sortir. Les élites françaises coloniales de l'époque ont frappé du poing sur la table. 3000 Français ont quitté la Guinée, détruisant tout derrière elles, et des écoles, et des centres de santé, et des fermes, et des bâtiments publics. Tout ce qu'on ne pouvait pas emporter, on a littéralement tout détruit, monsieur Eric Fopoussi.
Lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'il fallait parler de la France-Afrique, la première chose qui avait été exigée, c'était la demande de pardon. Mais on avait craché sur le visage des Africains en leur disant, je reformule, vous êtes des cons, et parce que vous êtes des cons, on va fonctionner avec vous. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, comme l'a dit Mbabok, qu'il faudrait qu'une nouvelle élite s'élève pour qu'on mette à plat cette affaire de pacte colonial. D'accord. Merci. Restez avec nous, madame, monsieur. C'est la fin de cette première partie. À tout de suite pour la deuxième. Matin, nous sommes le lundi 30 décembre 2019. On s'achemine inexorablement vers la fin de cette décennie. Pas de cette année, de cette décennie. Ben oui. Et pour cette deuxième partie, on va lire quelques messages envoyés par vos soins sur la page Facebook de l'émission, sur les deux sujets que nous avons abordés en première partie. D'abord l'histoire du jour et ensuite la colère de Charles Hamel. Alors Karine, c'est à vous. Jay Jesse qui écrit sur la page Facebook, sorry to say Cameroon is one of the provinces in France. We have no nuclear to free ourselves, no leaders who are willing to sacrifice themselves for the greater good for their people. Donatien Meffrey qui écrit par rapport à l'histoire du jour, cette femme devrait chercher à comprendre les raisons qui ont poussé son époux à vivre ainsi et ensuite elle doit l'amener à voir à voir le bon côté des relations de bon voisinage. Yasmina Mounché, par rapport à l'histoire du jour, ce monsieur s'induit lui-même en erreur car le vivre ensemble est bien. Un jour, je suis allée faire le marché, pas derrière, ma fille a convulsé. C'est la voisine qui a fait les premiers soins et l'a amenée à l'hôpital. Imaginez si je n'étais pas bien avec elle. Yasmina Mounché. Koulania Fabrice qui écrit sur la page Facebook. Et si le voisinage de ce monsieur l'a toujours accusé de pratiquant de sorcellerie pour expliquer sa réussite sociale? Vous savez bien comment la médiocrité a forcé notre société à croire que toute réussite est d'origine obscure. Et si cet homme prend ces mesures à cause des informations qu'il ne veut pas partager, vu le fait que sa femme ouvre sa bouche presque partout, au point que le commérage habituel avec le voisinage lui manque. Un homme, chef de famille, comprend son contexte mieux que quiconque. Cet acte n'est pas signe d'irresponsabilité, mais plus de précaution prise pour des raisons que lui seul pourrait donner. Comment il s'appelle, le monsieur? Il s'appelle Koulania Fabrice. Non. Le simple fait de se fermer accentue davantage l'incompréhension de vos voisins. Oh, un monsieur qui donne, on va dire non, il ne peut pas être tenté. Oui, monsieur, il faut. Ces gens-là ne réfléchissent pas comme vous. Donc, vous essayez d'expliquer une chose. Fermez-vous. Ouais. Vous devenez un danger. Mais c'est ce que vous pensez, vous qui n'êtes pas d'accord. Monsieur Eric Fopoussi, le commun du mortel dit que le gars qui a travaillé dur son argent ne le dépense pas aussi facilement. Attention, nous n'allons pas, nous ne disons pas de divaguer. Ils n'ont que fait du commun du mortel. C'est ce que je vous explique. Ces gens-là ont des raisonnements rock'n'roll. Voilà. Quoi? Les raisonnements comment, monsieur Fopoussi? Rock'n'roll. Moi, c'est Linda, depuis 50X de Koti. Ce que je pourrais dire à notre sœur, c'est que le voisin est le premier secours avant que la famille n'arrive. Ma sœur, ton mari est ton meilleur ami. Fais l'effort de lui mettre au droit chemin. Le mariage, c'est le dialogue. Prenons un exemple. Si ta maison là prend feu, c'est ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Je comprends pas trop, hein, trop d'abréviations qui empêchent qu'on comprenne. D'ailleurs, on se souvient lorsque un éminent, enfin je l'appelle un Camerounais très célèbre, est décédé tout récemment dans son domicile, assassiné par des personnes non identifiées. Lorsque l'affaire est arrivée en public, beaucoup estimaient que si sa maison était construite de manière tout à fait avec des barrières ouvertes, peut-être que ses voisins l'auraient sauvé. Voilà, oui, voilà, par exemple. Bon, je n'ai pas voulu citer son nom, mais si vous citez son nom, allez-y. Ça veut dire que les voisins devaient entendre? Oui, devant entendre ce qui se passe, le temps qu'on l'a Parce qu'il y a des bruits suspects. On ne doit pas avoir des barrières chez eux. Hein. Non, on ne va pas. On ne va pas en avoir. On ne doit pas avoir de barrières. Monsieur Fopoussi a parlé quelque chose de primordial. Oui, bon. Le quartier, il est interdit, par exemple, au quartier Bonaprison, justement, d'avoir les barrières fermées et des maisons en étage. Tout à fait. C'est interdit, mais on l'a laissé prospérer. Précisément, notre habitude a fait même qu'on piétine la loi. Même lorsqu'on piétine la loi à travers nos pratiques, on pense que ce sont nos pratiques qui sont vraies. Comme vous disiez tout à l'heure, Bonaprison était conçu comme ça. Il fallait que justement les barrières
soit visible. Parce que de l'extérieur. C'est de l'extérieur. Il y avait, je pense, 1 mètre seulement. C'est 1 mètre, je pense, avec des grilles. C'est 1 mètre, avec des grilles où on peut facilement. Interdit d'avoir des maisons d'étage. Mais ce qui reste quand même important, c'est que si ce monsieur habite à Grand Moulin, ça veut dire qu'il n'a même pas pu copier le bon exemple de ses voisins. Parce qu'à Grand Moulin, il y a des maisons allemandes type colonial avec des barrières très basses. Où c'est facile de te mettre dans ta cour et de voir quelqu'un d'autre de l'autre côté. Il y a des gens qui ne veulent justement pas que leur vie soit au carrefour. Il y a des gens qui sont discrets, qui aiment vivre dans la discrétion. Ok, on va s'arrêter là pour les messages. On va tout de suite prendre avec vous Karine Sontier à la revue des réseaux sociaux. C'est très chaud ce matin. Je rappelle que beaucoup de gens nous accusent d'être trop négatifs. Mais c'est l'actualité au Cameroun qui nous impose et tout cela. Donc allez-y, je le dis. Parce que ce qui va se dire dans cette émission tout à l'heure va être très dur à digérer pour certains. Allez-y Karine. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet concerne la conférence du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji samedi dernier, qui a dit qu'il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun. Les agences humanitaires entretiennent le mensonge, la désinformation, la manipulation des chiffres. Et il parle de 100 camions de produits de première nécessité qui ont été donnés par le couple présidentiel pour les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, la question que tout le monde se pose actuellement, c'est de savoir d'où vient cet argent pour les dons. Est-ce que c'est l'argent du chef de l'État lui-même ou alors est-ce que c'est l'argent de l'État du Cameroun qui a été utilisé au nom du président de la République? Non, mais est-ce qu'on va aller chercher dans la sorcellerie? Mais on vous dit que le coup présidentiel a fait un don, donc imaginez que c'est l'argent du coup présidentiel. Voilà. Je veux dire qu'à un moment donné, sauf si... Pardon? 100 oui. camions. Déjà qu'il a envoyé 60 en juin dernier. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ce qui est davantage, parce que là, bref, on a fait beaucoup de débats dessus. Il y a quand même une guerre des chiffres, Mauro Bengan, qui est assez parleur dans cette affaire. Le ministre parle de 152 000 déplacés internes, là où les ONG parlent de 600 000 déplacés internes. Alors, il parle, et là, et ce qui est grave, c'est qu'ils ont comptabilisé les déplacés internes dans 4 régions, bon, nord, région de l'Ouest, centre littoral et Adamawa. Il estime que là-bas, c'est de 6 000 à 9 000 déplacés et que tout ce qui est dit en dehors de ceci, c'est du mensonge. Il appelle ça mensonge. Qu'est-ce que vous répondez à monsieur le ministre de l'administration territoriale pour la Atanga-Nji? Non, je ne lui dirai pas les mêmes propos, mais je lui dirai que d'autres ONG nous disent que la seule ville de Loum a 6 000 enfants déplacés. Ils viennent du nord-ouest et du sud-ouest. La seule ville de Loum a 6 000. Loum Chantier. Et Loum Chantier, 6 000 enfants. On ne peut pas ce qu'il y a à Douala, à Yaoundé. Seulement, je parle des enfants qui ont quitté parce que depuis 3 ans, ils ne fréquentent pas. Mais est-ce que les enfants sont venus seuls? Vraiment, chaque enfant est venu peut-être avec un parent. Si on imagine ça, ça veut dire au moins que la ville de Loum doit avoir 12 000. Si chaque enfant est venu avec un seul parent, c'est 12 000 seulement. Donc les autres, il faut se rendre compte que les chiffres du gouvernement ne sont pas vrais. C'est pour masquer la situation justement, pour que... Non, mais le gouvernement dit que ceux qui font ça, c'est pour masquer la situation. Vous retournez le même argument au gouvernement? Tout à fait. Oui. Non, rappelons-nous 2 ou 3 petites choses. Lorsque le coordinateur du système des Nations Unies à Yaoundé avait fait un pré-rapport pour attirer l'attention et du gouvernement camerounais et de l'opinion internationale qu'il y a un risque de crise humanitaire, le gouvernement a récupéré ce pré-rapport pour transformer dans ce que vous avez appelé plan humanitaire d'urgence. L'idée n'est pas venue du gouvernement. C'est venu du système des Nations Unies. Et comme le système des Nations Unies ne peut pas venir vous aider sans votre concours, donc on dit au gouvernement camerounais, d'accord, mais nous avons évalué à temps. Le gouvernement, je pense, avait parlé à l'époque de 12 milliards. Maintenant, où sont donc les 12 milliards? Bon, d'accord. Non, c'est le budget. 12,7 milliards de francs CFA. Voilà. Maintenant, où sont les camps? 3 milliards. Où sont les camps des réfugiés? Moi, je n'ai jamais entendu ici que le génie militaire a construit, même ici à Douala, a construit des campements où on demandait à ces déplacés-là de venir passer un petit séjour avant peut-être de trouver la famille d'accueil ou pas. Je n'ai jamais entendu ça.
même à Bamenda ou à Beuya ou à Limbé, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu. Mais le ministre de l'administration territoriale est venu à Douala, je pense à 2 ou 3 reprises, pour dire il est allé à Bonaberi, il est allé à PK17, je pense, en disant le génie militaire m'a accompagné. Voilà, mais attends. Mais à son retour, on dit il y en a même qui ont bénéficié d'un matelas alors qu'ils n'étaient pas des déplacés. Ou a-t-il un couloir où lorsque vous vous déplacez, on vous enregistre? Je sais qu'une fois, le gouverneur Okale Abilaye avait interdit les déplacements de population, je pense à Maïsistine ou quelque chose comme ça, en disant que non, il les disait de ne partez pas et tout. Même là, on ne les enregistrait pas. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui engage une guerre qu'elle va sûrement perdre. Mais après qu'on ait nié d'abord l'existence de la crise anglophone, aujourd'hui, on veut résoudre la crise. Bon, dit qu'appelle la guerre quand même, c'est quand même assez osé. Ce que je veux dire, c'est c'est que le ministre Paul Atangandji a dit qu'il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun. Et il a dit que les ONG qui sont au Cameroun tendent à grossir les faits, à produire et à prodiguer des mensonges et des fake news. Il a dit que le Cameroun est en capacité de gérer, quoi qu'il arrive, les déplacés internes, parce que le Cameroun a depuis 30 ans accueilli 1 million de réfugiés centrafricains et nigérians au Cameroun, et que depuis 2012, on a 500 000 déplacés, de 500 000 réfugiés centrafricains et nigériens qui sont au Cameroun et qui sont entretenus de manière tout à fait normale, et que le Cameroun est reconnu à l'international comme étant un pays exemple en termes d'assistance humanitaire, et que quoi qu'il arrive au nord-est, au sud-ouest, rien ne peut dépasser le gouvernement camerounais qui a la technique, qui a l'expérience de ces choses-là. D'abord, le Cameroun n'a pas cette expérience. Ça, c'est faux. C'est faux. Le ministère lui-même sait que ce n'est pas vrai. Que ce soit lors de la guerre du Biafra, dans les années 69 et 72, que ce soit les crises multiples en République centrafricaine, que ce soit au Tchad, à l'époque de Ngoukou Edei et tout, ce n'est pas le Cameroun qui a encadré les réfugiés. C'est le ACR, au commissariat des réfugiés, qui encadre les réfugiés, même de Boko Haram. Ce n'est pas le Cameroun qui les encadre. C'est le ACR, donc ce n'est pas le Cameroun. On dit seulement au Cameroun, vous êtes membre des Nations Unies, donnez-nous de l'espace et vous présidez des réunions pour savoir, parce que c'est vous qui enregistrez le nombre de gens qui sont sur votre territoire. Mais allez à l'est, allez à l'extrême nord, allez partout, vous verrez nulle part dans ces camps de réfugiés un fonctionnaire camerounais. J'ai dit nulle part, il sait. Donc le Cameroun n'a pas ces experts. Mais je sais que les Camerounais sont dans plusieurs noms. C'est-à-dire que pris individuellement, il y a des Camerounais qui sont au ACR, ainsi de suite, mais sont là-bas comme les salariés des Nations Unies. Donc le Cameroun n'a pas cette expérience-là. Ce n'est pas vrai. D'abord, la crise de l'ACNIOS nous a dépassé à gérer ici. Tout le monde le sait. Et le ministre de l'administration territoriale de l'époque, on sait tout le scandale qui a entouré le LACNIOS. Donc on n'a pas d'espoir. Deuxième chose, non, le Cameroun, tel que le décrit le ministre de l'administration territoriale, on est en crise humanitaire depuis au moins 2017. Les bateaux du programme alimentaire mondial arrivent au port de Douala depuis cette année-là, 2017, et acheminé vers le Grand Nord. Il y a même eu 4 ministres qui ont fait un tour dans le Grand Nord, ont refusé de faire un rapport à la représentation nationale. Quelle est la situation? Non, parce que le ministre, justement, parlant du PAM, le programme alimentaire mondial, rappelle justement un exemple qu'il a vécu. Il dit que une équipe du PAM est allée au sud-ouest dans le département de la Mémé et a fait un rapport selon lequel ils avaient réussi à alimenter, à offrir l'aide là-bas à 50 000 déplacés dans cette partie du pays. Il dit qu'il a contacté le préfet là-bas qui lui a dit qu'il ne compte pas plus de 20 000 déplacés internes dans son département. Il a donc convoqué cette équipe du PAM qui a reconnu que ces équipes avaient commis une erreur dans leur rapport. Ah d'accord, ça peut être vrai. Rapporte ça. Ça peut être vrai, mais sauf que le fait déjà pour le PAM d'arriver là-bas, oui, ça veut dire que le Cameroun n'a pas d'expérience. A manqué quelque chose a manqué au Cameroun pour que le PAM ait l'idée d'arriver là-bas pour regarder les choses. Première chose. Deuxièmement,
comment le PAM peut être? Il a même dit qu'on avait tiré sur un convoi humanitaire, et qu'il y aurait des armes. Bon, pourquoi quand ça arrive alors que ce n'est pas un corridor humanitaire? Lorsque c'est un corridor humanitaire, c'est connu de tout le monde. Et si ça vient en dehors des corridors humanitaires actés par le Conseil de sécurité, c'est le pays d'accueil qui doit convoyer. Ça veut donc dire qu'il nous manque d'expérience. Si il admet que le programme alimentaire mondial est arrivé ici, avec ce qu'on sait, les gens qui sont sur le terrain savent qu'à un moment donné, après les forces de défense et de sécurité, vous avez des douanes, bon, appelons ça ainsi, des postes de contrôle des groupes séparatistes. Donc, pour le programme alimentaire mondial, ils peuvent prendre le risque de dire, puisque à un moment donné, l'armée vous dit, là-bas, non, on ne peut pas aller. Est-ce que vous prenez le risque de continuer? Vous pouvez dire, oui, je m'en vais. Et vous continuez. Là, il y a donc risque qu'on peut tirer sur vous, ainsi de suite. Mais est-ce que les autorités administratives, elles étaient sur place? D'accord. Alors, Chalamel, pour vous, le Cameroun n'est pas en situation de crise humanitaire tel que le signale le ministre de l'administration territoriale? Vous savez, au Cameroun, on est habitué que lorsqu'on tue un moustique, on dit qu'on a abattu un mammouth. Je dis, lorsqu'on tue un moustique au Cameroun, on dit qu'on a abattu un mammouth. C'est ce qu'on est en train de faire là. Du gouvernement ou des ONG? Du gouvernement. C'est le gouvernement justement. Le gouvernement dit qu'il a abattu un mammouth. Alors que c'est un moustique, M. Eric Fopoussi. Un moustique, c'est un foyer de main. M. Eric Fopoussi, on a eu le Planut. Quelle était la gestion du Planut? Quelle était la structuration? Comment tout s'est organisé, dégoupillé? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait. Il y a eu des aides qui sont venues de l'étranger pour la gestion humanitaire, M. Eric Fopoussi. Vous pensez que les pays voisins se lèvent en disant, comme la Chine, elle se lève et dit, je donne 1 milliard pour aider, sans que ces démembrements, sans que ces différents personnes aient touché en termes d'ampleur? Connaissant comment fonctionne le Camerounais, M. Eric Fopoussi, il faut se poser les bonnes questions. L'aide humanitaire n'arrive pas à tout hasard après avoir mesuré un certain pool. Prenez 1 milliard, vous faites un ratio. Si on décide qu'on offre le repas pour 2000 personnes, non, un repas 2000 francs par personne, simple, par 1 milliard, ça fait combien? Allez calculer. Descendez à Mabanda, M. Eric Fopoussi. Descendez à Mabanda, vous allez vous rendre compte qu'à 18 h, vous avez l'impression que vous êtes un 31 décembre. C'est bondé de monde. Allez sur le marché Sanaga. Vous allez voir les communautés anglophones qui sont là, M. Eric Fopoussi. Allez en Ndokpassi. Donc, je vous cite des points où vous avez plus de 1000. Je dis plus de 1000. Je dis plus de 1000, M. Eric Fopoussi. Vous allez en Ndokpassi. Vous allez au quartier Bamenda. Ici, là, en Ndokoti. Quartier Oyak. Après la zone industrielle. Après la zone. Allez, je vous donne des endroits clés. Allez là-bas, vous allez voir. C'est plus de 1000. Je dis plus de 1000, M. Eric Fopoussi. Mini-ferme à Yaoundé. Mini-ferme. Vous allez en Banga. En Banga, vous allez plus précisément à Indiki. Vous allez voir ce qui s'y passe. Là-bas encore, c'est plus de 1500. Vous allez à Loum. Beaucoup sont employés dans les plantations, dans les chantiers de Dangote. Je le dis, M. Eric Fopoussi. Ce n'est pas la publicité, mais je le dis. Ils sont pleins qu'on a récupérés et qui sont dans les plantations à qui on a conçu des cabanes. Et ils travaillent à des frais vraiment lamentables. Vous avez Bafang? Non, Melon. À Melon, M. Eric Fopoussi, au carrefour La Forêt. Renseignez-vous chez Sa Majesté Tatabon. Il y a un chef, Majesté Tatabon. Arrêtez-vous là-bas, posez la question. Lui seul dans sa chefferie, il a plus de 1500. Lui seul. 1500 orphelins. Je ne sais pas, calculez, vous voyez à combien on est. Vous allez du côté de Bantoum, M. Eric Fopoussi dans le nez. Bantoum. En Bantoum, ils sont 2500. Je dis 2500. Comptez, M. Eric Fopoussi. Vous allez dans la main noire, Bamboutos. L'ONU vient même de faire une déclaration qu'entre le 9 et le 15 décembre, il y a eu 5500 déplacés entre le 9 et le 15. Franchement, M. Eric Fopoussi. Donc, quand le ministre dit de 6 000 à 9 000 dans les 3 régions du centre-ouest et littoral, vous n'y croyez pas? Je vous ai dit, monsieur. L'ouest seul est à combien? J'ai dit l'ouest seul est à combien? Non. Je comprends que... Non, vous voulez dire quoi que le ministre... Non, bref, je ne sais pas, je sais un gros mot. Le ministre dit que 5 000, parmi ces gens-là, 5 000 sont déjà rentrés au nord-ouest et au sud-ouest
parce que dans leur village, la situation s'était arrangée. Je vais citer un autre nom, M. Eric Fopoussi. Je vais vous citer le nom de Padi Assanga. Lorsque Padi Assanga est arrivé, il a pris sur lui de faire le tour. Il s'est rendu compte que dans la seule zone d'Akwadouala premier, nous avons plus de 300 enfants, personnes venues du nord-ouest et du sud-ouest qui dorment dans les rues autour des bars. Seulement aux alentours de Kinox, ici, monsieur, il faut pousser, on a plus de 10. Il y a une maman qui se balade ici, là. Elle couche partout. Là où la nuit la trappe, elle tend avec sa natte, c'est le même habit qu'elle a. Seulement ici, à quoi demander à Padi Assanga. Oui. Je le prends à témoin, monsieur Rifopoussi, pour vous dire que c'est un peu erroné. C'est un peu erroné. Moi, je comprends. Moi, je connais 5 qui flânent toujours autour des Kinos, là. Hein. Je sais, vous dites, ils sont toujours là à manger. À manger, ils sont toujours là. Donc, je vous prends ce cas pour dire que Padi Assanga allait à 300 à quoi. D'autres, on les a confondus avec les Nangaboko. On les a inscrits dans la logique des Nangaboko. Pourtant, c'est des réfugiés. Alors, M. Eric Fopoussi, disons-le concrètement, c'est une erreur, ça a été erroné. Que M. le ministre nous dise qu'il voulait faire pérorer la péroration, il voulait se lever pour dire, voilà, le chef de l'État a donné 100 camions. Bravo au couple présidentiel. Je les tiens un coup de chapeau, mais il faudrait même encore que cela arrive. Voilà. Parce que vous avez un doute sur le fait que ça n'arrive pas. Rappelez-vous des rapatriés de la Libye. Rappelez-vous des rapatriés volontaires. À qui on a dit qu'on avait remis 67 000 francs pour apprendre après que c'était l'Organisation mondiale, je crois bien, de lutte contre l'immigration qui remettait cet argent. Ah oui, monsieur, il faut pousser. 100 camions. Dans ce pays, on fait les choses toujours avec. De toutes les manières, la présidence a l'argent. D'après le budget de 2019 voté à l'Assemblée nationale, c'est 59 milliards et quelques. Ça veut dire que cet argent était frais. Non, peut-être on ne sait pas. Est-ce que c'est l'argent? C'est l'argent confié au président de la République. Parce que tous les fonctionnaires sont là-bas, ils sont des fonctionnaires. Je pose la question. Est-ce que l'argent que le président sort, c'est l'argent qu'on dit le don du président? On a dit le don du couple présidentiel. J'ai dit, ça ne sort pas de la... Est-ce que c'est dans les caisses de l'État du Cameroun ou c'est dans leur propre poche? Ça ne sort pas de leur propre poche. À moins qu'on ne considère... Donc, ce n'est pas un don de leur part. Voilà. À moins qu'on ne considère que les 59 milliards qu'on a mis là-bas pour l'institution présidentielle, c'est là son argent. À ce moment, c'est généralement là où il prend. Parce que pour épuiser tout cet argent, il doit dépenser 1,150 milliard par semaine. Donc peut-être que comme l'année finie, l'Assemblée a encore voté, l'argent était resté, il faut qu'il liquide. Vous faites bien de parler. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Le président de la République ne nous a jamais dit le don, le milliard envoyé pour les accidents des ECA. C'était pour lui, pour le trésor. Ça venait des élus du trésor, on ne vous dit rien. Mais moi, je vous dis que c'est dans les 59 milliards. Voilà, on dit don présent. Et parce que pour épuiser, dépenser 1 milliard, c'est beaucoup. 1,150 milliard par semaine pour que le président vive avec tous ses services attachés. Or, les services attachés émargent au budget de l'État, dont sont fonctionnaires. Pour payer Roger Mila, qui est ambassadeur itinérant, Badika Yidjo, et quelques sont un peu nombreux, quelques-uns là. Quelques-uns. Oui. Je ne peux pas dépenser 1 milliard. Rappelez-vous que il y a quelques jours encore, les victimes des inondations dans la zone du Mayo Danaï s'élevaient pour dire que les personnes tombent là-bas comme des mouches parce qu'il n'y a pas à manger, monsieur Rifopoussi. Les dernières inondations qu'on a eues, dont on a traité sur ce, où l'eau avait emporté tout le bétail, avait emporté, détruit toutes les plantations. Qu'est-ce qui avait été fait pour ces populations, monsieur Rifopoussi? Avons-nous assisté à une descente régulière, une descente sérieuse? Beaucoup sont restés bloqués dans les eaux et sur leurs petites pirogues, attendant événement, le secours, monsieur Rifopoussi. Et on a le courage quand même de dire à un moment donné que lorsqu'on veut quand même brosser son blouson, prenons la peine d'utiliser les bons matériaux. Prenons la peine d'utiliser les bonnes brosses, monsieur Rifopoussi. D'accord. C'est mauvais. Alors, Dominique Audrey, sur ces propos du ministre Paul Atangandji, il a dit beaucoup de choses. Hein. Si je reprends ça ici, vraiment, vous allez peut-être ne pas dormir. Non, mieux vaut ne pas. Il a dit beaucoup de choses. Comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est qu'ils ont dit que le chef de l'État et son épouse ont envoyé ces dons-là pour que les réfugiés, les déplacés, passent de bonnes fêtes de fin d'année. On a dit Merry Christmas. Ne changez pas. C'est joyeux Noël. Non, mais c'est arrêté à Noël. Ok, à Noël. Voilà, c'est pas bonne fête de fin d'année. C'est New Year. Ce que j'ai vu, c'est Merry Christmas and New Year. Ah, Merry Christmas. Voilà, moi j'ai vu Merry Christmas. Ce qui me dérange, c'est qu'on continue de donner des sacs de couchage et des matelas à ces gens-là. Donc, ils ont décidé finalement que ces gens ne passeront la vie que dehors.
Voilà. Est-ce que ces personnes-là vous ont dit qu'ils avaient un problème de fête de fin d'année, de Noël, de bonne année, ou qu'ils avaient besoin de riz? Non. Ils ont besoin de rentrer chez eux. Absolument. Puisqu'ils ont à manger. Arrêtez d'envoyer les dons là. Arrêtez, il y en a marre. Ramenez la stabilité à ces gens-là pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Moi, je préfère être chez moi, passer de fête chez moi, dans ma maison, dans mon lit, sans manger. Ce n'est pas un problème. Et maintenant, moi, ce qui me dérange encore en plus, c'est que dans cette ville même de Douala, il y a des réfugiés qu'on a cités qui n'ont rien eu du tout. Mais on fait voyager sans camion. On dit qu'on fait voyager sans camion pour aller aider les gens, je ne sais pas où. Lors d'une descente de remise de dons d'Equinox Télévision, nous sommes allés à Makepe Misoke, au bloc 2, là où il y a le chief Montfort qui a fait venir des gens là-bas. Je vous assure que c'est invivable là-bas. Quand vous arrivez là-bas, même si vous êtes la personne la plus austère du monde, vous allez pleurer. Parce que les enfants se marchent dessus. Là-bas, il y a des filles qui arrivent avec des enfants et elles ont été violées de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Comment est-ce qu'on procède même d'abord au recensement des déplacés? Comment ça se fait? Pourquoi on n'en parle pas? C'est qu'ils restent dans leur bureau, ils pondent des trucs et après ils viennent s'asseoir à la télé, ils nous disent qu'il y a eu tel nombre et tel autre nombre de personnes déplacées. Voilà donc les chiffres donnés par monsieur le ministre ont été battus en brèche. Qu'est-ce qu'il va donner comme réponse à ça? Il y a des gens ici qui marchent. Venez faire également des dons ici. D'accord. C'est de la mascarade. Alors, mais c'est quand même terrible parce que vous vous rappelez l'opération Noël en cœur d'Equinox qui a d'ailleurs, pour le coup, des reporters un peu partout au nord-est et au sud-ouest pour évidemment vous dire que la situation là-bas est très grave. Ce qui est important, c'est que nous continuons, nous, à avoir nos équipes sur le terrain qui nous rapportent des choses. J'aimerais juste rappeler que ce matin sur Radio Equinox, nous avions un invité, Aya Abine. Il est le fils de l'autre. Il est le président de la fondation Aya, et il a fait des révélations ce matin. C'est terrible. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, rendez-vous ce soir à 21h30 pour la rediffusion de On refait le Cameroun de ce matin avec l'invité de ce matin. Il a dit des choses, ils font le tour. Il a raconté qu'ils sont allés dans l'état de Cross River au Nigeria et il dit que là-bas, le gouverneur de là-bas n'a jamais reçu d'autorité camerounaise. Quand ils sont arrivés, ils pensaient là-bas qu'eux, ils étaient des ministres camerounais. Ils leur ont dit non, nous sommes une ONG qui venons voir. Et il leur a dit, mais c'est extrêmement grave. Il a également raconté qu'il y a des femmes au nord-ouest et au sud-ouest qui vendent leurs enfants et que tout récemment à la frontière, les autorités nigérianes ont intercepté des trafiquants d'enfants là-bas parce que les femmes n'ont pas à manger, elles sont obligées de vendre leurs enfants. C'est grave, je vous dis, ça ce n'est que la fine partie de ce qu'il a fait aux révélations. Il y a des déplacés et des déplacés qui refusent les dons de l'État. Voilà, il y a beaucoup de révélations. Donc rendez-vous ce soir sur Radio Equinox 93 FM à Douala ou sur le canal 445 pour ceux qui nous écoutent sur Canal Sat. Karine, vous voulez dire un mot? Allez-y. Oui, je disais tantôt qu'il y a des déplacés qui refusent les dons quand ça vient de l'État du Cameroun. Ils préfèrent les dons des ONG et autres, mais quand ça vient de l'État du Cameroun, ils disent que non, allez là-bas avec tout ce que nous on veut, c'est la paix et rentrer chez nous. Parce que comme vous avez refusé, nous on veut rentrer comme disait Dominique. Terminez la guerre, cessez la guerre, nous on rentre chez nous, on va cultiver notre manioc, nous n'avons pas besoin de... Tout à fait. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez qu'on ne peut pas ne pas être négatif quand on voit ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Et lorsqu'on voit des personnes se pavaner sur les plateaux de télévision et dire que tout va bien, moi sincèrement je me demande, ce matin on a reçu quelqu'un qui nous a appelé de Boya, il est un fonctionnaire, il a pleuré à l'antenne. Lorsqu'il dit qu'on ne se rend pas compte des mensonges qui sont véhiculés dans les médias parce qu'on veut blanchir les gens, alors qu'il y a une réalité où les gens sont en train de souffrir, les gens crèvent complètement. On va poursuivre, Karine, rapidement. Oui, on parle cette fois-ci de la correspondance du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, aux procureurs généraux des cours d'appel du Cameroun pour établir des réflexions et observations sur quelques projets de loi rendus publics par le président de la République. Alors, c'est vraiment grave ce qui se passe là parce que Chalamel, c'est quand même terrible. On a voté des lois.
sans expliquer, sans demander l'avis de ceux qui vont aller les appliquer. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est après avoir voté et promulgué qu'on leur demande leur avis sur... Maintenant, si on donne l'avis contraire à ce qu'on a... Comment on fait? D'ailleurs que cette loi sur le tribalisme, on voit très bien que ceux qui vont l'appliquer, les procureurs, tout ça, les magistrats, si eux ils disent que bon, finalement, on pense que pour mieux lutter contre le tribalisme, c'est mieux qu'il y ait des peines alternatives. Si quelqu'un a été reconnu à proférer des propos de haine tribale contre une communauté, pourquoi pas l'envoyer 3 ans dans un village là-bas pour qu'il travaille et qu'il apprenne par exemple cette communauté. Mais il faut quand même que dans ce pays... Oui, c'est un exemple, non? C'est-à-dire que si vous dites que si vous dites que, bon, je prends un exemple, hein, bon, je ne prends pas d'exemple. Si une communauté, vous ne pas mettre... Si vous fustigez une communauté, on vous envoie là-bas. On vous envoie là-bas. Pendant 3 ans, oui, absolument. Oui. C'est ce que nous disons, la loi c'est quoi? C'est vous qui nous le rappelez souvent, que c'est, j'allais dire, c'est là pour encadrer la société. C'est ce que vous nous dites souvent. Oui. C'est pour réguler les règles sociales. Mais nos lois, ce n'est pas pour ça. Nos lois, c'est pour la répression. Et surtout, du ministre Laurent Esso. Voilà un ministre. Il sait bien ce qui se passe dans les tribunaux. Il sait ce qui se passe partout, dans les prisons et tout. Mais quel projet de loi a-t-il apporté pour améliorer les conditions, ne serait-ce que dans les prisons? C'est lui qui a fait le projet de loi de nouveau code pénal qui dit que si je veux envoyer ma fille en mariage et que mon gendre estime que la dot est exagérée, il peut me mettre en prison et épouser ma fille. Dot abusive. Voilà, non, la dot est abusive. On me met en prison, on épouse ma fille. Voilà ce qui encadre le comportement des francophones, comme vous nous disiez ici tout à l'heure. La France nous a laissé la répression et la corruption. Les deux ont pour corollaire le pédantisme. C'est-à-dire que là, quand vous avez une signature, comme ce monsieur que vous avez appelé arriviste tout à l'heure, c'est ça un peu, bon, je dépasse tout le monde qui me peut. Donc c'est moi qui sais tout, réfléchir à la place de tout le monde et tout. Et c'est dangereux. Donc en réalité, chaque fois, on est toujours en porte-à-faux avec le peuple. Malheureusement. Alors, cher Lamel, c'est quoi cet ordre des choses? Ça veut dire qu'on promulgue une loi avant de demander l'avis de ceux qui vont les appliquer. Monsieur Eric Fopoussi, je vous oppose en disant, c'est quoi cette affaire où le chef de l'État désigne John Gouté d'aller travailler sur le grand dialogue et réfléchir, et à la fin on dit, monsieur le chef de l'État, on vous remet encore, à vous d'apprécier, de nous dire comment faire. Voilà le ping-pong dans lequel ils nous emmènent tout le temps. C'est ce jeu. N'allez pas chercher ailleurs, monsieur Eric Fopoussi. C'est un ping-pong, c'est stratégique. Vous pensez qu'ils peuvent changer quoi? Ces procureurs généraux peuvent changer quoi à l'intérieur, M. Eric Fopoussi? À l'époque d'Amadou Babatoura à Idio, M. Eric Fopoussi, il faut le dire, tout fonctionnaire affecté dans une autre que sa zone natale, M. Eric Fopoussi, avait le devoir, sous 12 mois, de s'exprimer dans la langue locale de la communauté d'accueil. Non, cher Lamel, ça a commencé par là. Ça a commencé en fait qu'on ne vous affecte pas. C'est-à-dire, la première affectation, vous n'allez pas chez vous. Chez vous. Vous allez dans une zone contraire chez vous. C'est quand vous approchez la retraite qu'on commence à vous rapprocher de vous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Monsieur, je parle de là pour vous dire que aujourd'hui, vous avez... Vous donnez 3 régions potentielles où vous voulez qu'on vous affecte. On devrait donc dire non, et non la vôtre. On devrait exclure la vôtre. Je crois qu'on devrait commencer par là. Oui. Amener déjà les fonctionnaires affectés dans les nouvelles villes à s'exprimer dans ces différentes langues. Vous avez des gens, M. Eric Fopoussi, qui à peine arrivés à Douala, leur rêve c'est apprendre à causer le Douala. Une fois qu'il sait causer le Douala, il se sent à l'aise. Il va vous dire, j'étais à l'Est. À l'Est, le gars vous parle le Maka. Il vous dit par exemple que lorsqu'on veut dire que je suis, laisse-moi, comme c'est le langage, on dit peut-être, lorsqu'on dit je suis malade, mais monsieur Eric Fopoussi, moi-même. Dans ce que vous dites là, c'est ce qu'on aurait dû faire avant de voter la loi. Oui, monsieur Eric Fopoussi, avant de la promulguer. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Sûrement que les procureurs auraient fait cette proposition en disant que à l'époque, il n'y avait pas ces propos de haine tribale parce que les gens avaient s'intégré dans la culture des communautés où ils se trouvaient. Voilà.
Donc, vous allez vous rendre compte que ça devait limiter. Le tribalisme n'était pas si élevé, M. Rifopoussi, qu'à ce niveau. Vous avez des gens, je connais plein de personnes, notamment le chef de Kekem, M. Rifopoussi, le chef de Kekem, donc le défunt, parce que lui, c'est le défunt, ça c'est l'actuel, qu'on vient d'arrêter, le défunt. Tous ses enfants portaient les noms de Bar Grégoire, Ona, les noms. Il a donné des noms autres que les noms de Kekem. Vous avez des familles où vous arrivez, vous trouvez que papa a donné le nom des enfants d'autres régions. Vous avez l'impression que c'est par colère, non, c'est par affinité. Il s'est senti là-bas chez lui, M. Eric Fopoussi. D'accord. Donc j'estime que le dire aujourd'hui, appeler les procureurs généraux à venir s'asseoir, ils vont venir juste s'asseoir, manger, prendre leur bonne année et rentrer chez eux. En tout cas, faire le rapport. Et non, c'est le bonne année. Dominique Audrey, sur cet acte du ministre Gadesso, la justice. Au Cameroun, on marche sur la tête, c'est tout. Ailleurs, on marche normalement, les choses se font progressivement par étapes, mais ici, chez nous, bon. Et en même temps, il n'était pas question qu'ils donnent leur avis. Tout simplement, on n'a pas besoin de leur avis. Ça, c'est une formalité qu'on est en train de simplement remplir en disant que, ok, vous pouvez donner votre avis, qu'on ne dise pas que vous n'avez rien dit. C'est tout. On ne veut rien qui puisse venir d'eux. De toute façon, ils ne peuvent plus rien changer. Commencer par le début et finir par commencer par la fin et finir par le début. C'est nous qui avons déshabillé les contenus ici, rappelez-vous, au niveau des propos haineux. Monsieur Rifopoussi, si je vous insulte que moi, c'est seulement moi, le radio là, on est à deux. Et que vous allez me porter plainte. Vous allez prouver ça comment? Vous allez prouver ça comment, monsieur Rifopoussi? Rien n'a été défini. D'accord. Non mais quand même, il y a pas que cette loi, il y a également la loi sur la promotion du bilinguisme, l'article 26, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les lois, ils ont bien spécifié les articles. Pour la loi portant au code général des collectivités territoriales décentralisées, ils ont demandé de s'exprimer sur l'article 327 et suivant concernant le statut spécial qu'on donne aux réseaux. Imaginons qu'ils apportent des observations contraires, ils vont faire comment? On dira que le procureur général du tribunal la cour d'appel du littoral a osé dire que voilà. Donc moi j'ai promulgué une loi. Hier, le président de matin. Non, mais vous connaissez les titres des journaux. Le procureur était en guerre. On va terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui. On termine avec Miss Cameroun 2020. Audrey Nabila Monkam, 24 ans, originaire de Balignonga dans la région du Nord-Ouest. Elle mesure 1m80, elle est une reine de beauté, mais sur la toile, les avis divergent entre ceux qui pensent que c'est pour contenter les victimes de la crise anglophone et d'autres qui pensent que c'est le mérite. Il y a beaucoup de choses qui se disent. En tout cas, Narcisse Mwele-Kombi, avant de passer au sport, avait vu tout ça. Il avait estimé que le Komika ne causait que des problèmes. Et voilà. Pierre-Ismaël Bilinkwat est arrivé. Il a décidé de réhabiliter le Komika dans cette affaire. Première édition, paf, on voit ce qui se passe. Bon, Robégan, peut-être que nous, les Camerounais, on doit s'arrêter face à ces choses-là. C'est inutile, ça ne nous apporte rien du tout. Il faut le dire clairement. On nous distrait en réalité. Oui, on nous distrait. Oui. On nous distrait parce que quand je l'ai écoutée, elle a dit qu'elle aura un projet personnel par rapport aux problèmes qui se posent au Cameroun aujourd'hui. Et elle a pensé à se vivre ensemble. J'ai dit, c'est comme ça qu'on avait envoyé Eto'o-Fils pour les mêmes crises dans le nord et le sud-ouest. Je ne sais même pas s'il a organisé un seul match amical là-bas. Donc, voilà. On avait demandé au Lyon. Voilà, on a demandé au Lyon. Je pense, voilà. Faille Ngo Francis. Non, voilà, il y a un Faille là. Oh, Faille Collins. Faille Collins, voilà. Et Clinton, ils ont fait le tour. Je ne sais pas si ça a augmenté. Mais non, là, soyons sérieux. Elle est Miss Cameroun. Moi, les autres, j'allais dire, orientation de Miss, on a dit qu'on ne va même plus la beauté. On veut lui inculquer une ligne, une orientation. L'orientation aujourd'hui qui est contre j'allais dire le tribalisme, va-t-elle porter? Elle est anglophone. On attendra. Et parce que là, on la met au charbon. On l'envoie dans la gueule du loup. Vous pensez qu'on va la détruire avec ça? Oui, je vais dire que elle va tenir, elle va regrouper quel anglophone. Ils seront à Yaoundé ou à Douala.
Mais il fallait bien elle faudrait qu'elle aille à Bali combattre et tout, son village d'origine. Puisque je ne suis pas sûr que le Premier ministre peut aller chez lui. Je ne suis pas sûr qu'il peut aller faire un week-end chez lui. Donc, c'est des choses compliquées. Quand aussi on veut politiser, il faudrait donc que l'action politique arrive derrière. C'est-à-dire qu'on voit le Premier ministre qui va rencontrer ces leaders séparatistes, là, je ne sais pas, en Suisse, aux États-Unis, n'importe où, en leur disant... Mais on est en train de mettre en danger, là. On la met en danger. Rappelez-vous, lors du grand dialogue, on avait présenté certains soi-disant combattants ici. Quelques temps après, on nous dit qu'ils ont été assassinés. Après, on ne sait plus rien. Donc, l'autre malade, la fille qui était là gravement malade, elle a abandonné. Il y a un autre qu'on aperçoit tout le temps, mini-ferme. Voilà. Je vous donne exactement là. L'encadrement, celui qu'on avait présenté là, comme qui avait un général qui avait il est où? Quelle est son action après le grand dialogue? Quelle est son action? Est-ce que c'est lui qui amène? Mais c'est du cynisme, Salabel. Mais c'est du cynisme. Je vous l'ai dit ici. Je vois des gens dire que non, elle mérite, elle fait ci. Mais les Camerounais, je ne sais pas si on nous a zombifiés ou pas. Est-ce que vous, je veux dire, à un moment donné, lorsqu'on veut faire passer un message politique, on prépare les gens. On peut susciter sa candidature. Ces gens-là sont tellement forts que on suscite une candidature, on prend une personne qui représente. C'est pour ça qu'on fait sélection naturelle. Lorsqu'on veut coopter les élites, on prend toujours des gens qui ont une certaine importance, qui ont une intelligence, une beauté, certes, et on prend ces gens-là, on met dans la gueule du loup. Voilà ce qui se passe au Cameroun. C'est pas samedi que c'est décidé sa victoire. Ça peut être ça fait depuis un an et demi. Monsieur Eric, on l'a préparé à ça. On est allé même plus loin sur la toile, parce que là nous sommes dans la revue des ressources sociaux à interroger le nom. Le nom Moncam, c'est un nom Bana et Banka. C'est des noms Bana et Banka, monsieur Eric Fopoussi. Parce que lorsqu'on dit Balignonga, j'ai essayé moi-même personnellement, aux premières vues en ma qualité d'historien, d'aller fouiller au niveau de l'identité de ces noms. Moncam, monsieur Eric Fopoussi, c'est Banka, c'est Bana. On peut le trouver un peu chez les Babonais, chez les Babouts. En tout cas, c'est le Moncam, monsieur Eric Fopoussi. Première chose. Donc, pour vous rejoindre, que même si c'était maquillé, ça a été mal maquillé, le mec va sauter, monsieur Eric Fopoussi. Est-ce que c'est une famille de déportés? Est-ce qu'ils sont retrouvés là-bas? Je n'ai pas envie de rentrer là, mais je dis c'est les premières choses, les premières odeurs fades qui ont été renvoyées, monsieur Eric Fopoussi, par la toile. Maintenant, regardez sur l'organisation, la tenue, tout le monde s'est posé quand même des questions, monsieur Eric Fopoussi, comme vous, d'ailleurs, et Bobo tout à l'heure, sur la nécessité, le planning qu'il y avait tout au long derrière. C'est l'exposé, tout simplement. C'est exposer cette jeune fille. La police, qu'est-ce qu'elle peut faire contre le Nord? J'espère que, rappelez-vous, ça a été le même cas à une certaine période de monsieur Eric Fopoussi. Je ne suis pas très fan de sport, de football notamment, à une certaine période. C'était la même chose qui était décrite dans la Ligue, avec plus de dit de Bamenda qu'on a tout fait pour repêcher monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi est-ce que ces derniers temps, ces dernières 2 années, tout ce qui concerne et la culture et le sport, il faut qu'on mette le nord-ouest devant, il faut qu'on mette le sud-ouest. C'est plus parce qu'on veut plaire à l'étranger ou parce qu'on veut se plaire à nous-mêmes qu'on est en train d'améliorer la situation. Donc j'estime quand même là que c'est un mauvais make-up. Non, mais sur ses frêles épaules. J'ai même vu les candidates. J'ai même vu les candidates vous dire que non, elles vont créer des sociétés. Papa de Dieu. Vous sentez qu'il y a beaucoup de naïveté là. Oui, Dominique Audrey, justement, avant qu'on termine. Oui, on va terminer en disant quoi? Si elle s'est vraiment lancée là-dedans, il faut qu'elle y aille à fond. Et que puisqu'elle représente ces 2 régions-là, qu'il faudrait qu'elle se donne à fond. Quitte à... Oui, bah, elle va porter le projet, non? La cohésion sociale, le vivre ensemble. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Donc, on s'en tient juste à ça. Et que le Comica et le ministère de la Culture l'accompagnent véritablement. Commencez même par présenter sa couronne. Oui, qu'elle aille faire au moins le tour. Que c'est nous qui avons gagné. Nous sommes les plus belles du Cameroun. Non, on commence par là. On commence par là toujours. C'est ça qui se résout la crise anglophone. Elle va commencer d'abord par aller présenter. Elle peut faire en allant présenter sa couronne en Zéville. Elle soulève la question en disant vous y croyez vous-même? C'est à son niveau. Faye Koli ne peut pas commencer par créer les écoles. Il va d'abord organiser un match de football. Voilà, celle-ci, elle a sa couronne, c'est la couronne qu'elle vient présenter. D'accord, envoyez-la bien du nous. Merci, on va s'arrêter là. Madame, monsieur, pour cette revue des réseaux sociaux, on prend interpellation et ensuite on va retrouver nos partenaires commerciaux.
les voyages, les transports urbains de Douala ailleurs, par exemple, les transports de voyage là, comme mettre les bons prix, les prix homologués par le ministre même du transport. Il ne faut pas que comme Yaoundé, Douala Yaoundé c'est 3 000, on vient par exemple, quand tu pars à Bepanda, prendre le cas pour Bafoussam, tu quittes Douala pour Bafoussam, tu arrives, le premier rang qui consiste au premier bus paie 6 000, paie 5 000, autant pour moi. Mais dès que le premier bus se positionne là, c'est maintenant 6 000. Douala Yaoundé, 3 000, Douala Bafoussam, 6 000. Les prix ne sont pas homologués. C'est aller ici à Bessengue chez les Bamoun voir. On coupe seulement les coûts des gens, c'est grave. Donc il faut que les prix de transport soient homologués par le ministre même de la tutelle. Alors, Boro Bengan, juste un mot là-dessus. Oui, notre compatriote a raison, mais les prix sont homologués. Oui. C'est par exemple, Douala Yaoundé, 240 km, je pense que ça doit être 3670 ou 25 francs. Mais on a arrondi pour certaines agences à 3000. Mais ce qu'il dénonce, je suis d'accord avec lui, c'est que quelquefois, moi, dernièrement, j'allais à l'ouest, mardi soir, payer 2500, vous savez. Vendredi, on me dit 5000. Oui. Même agence, alors là, je ne comprends pas. C'est fini là. Chalamel, je vous sais. Vous voulez parler de l'Ouest, mais je sais que vous avez un problème avec ça. C'est un problème, c'est vrai. On va s'arrêter là. Oui, mais c'est pas. Bon, c'est aussi la demande est forte aussi à ce moment-là. Mais c'est pas comme Yaoundé où les gens vont tous les jours à l'Ouest. Franchement, de lundi à mercredi, il n'y a pas de dépasse. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. C'est pour ça qu'ils récupèrent. D'accord. C'est pas normal. Ok, on va s'arrêter. C'est un débat. C'est un débat qui prendrait 2 heures de temps. Je vous en prie, c'est un débat qui prendrait 2 heures de temps. On va s'arrêter là. Constilamine est avec nous au plateau B. Constilamine, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et à ses clients. Je leur dis merci beaucoup d'avoir accompagné tout au long de l'année 2019 le concept Salaka, mais également merci à toute l'équipe du 10-12 le Zénith, notamment les présentateurs que vous êtes, la technique, la réalisation, bien sûr, tous ceux qui soutiennent le concept Salaka. Et parlant bien sûr des soutiens et partenaires du concept Salaka, c'est l'occasion ici pour moi de souhaiter en exclusivité et bien entendu sur les antennes d'Equinox Télévision une très bonne et heureuse année 2020 à une autorité traditionnelle du côté bien sûr de Campo, c'est à Crébi dans l'océan, c'est bel et bien Sa Majesté Vando Medjo Abel qui, il faut le rappeler, est un très grand client du concept Salaka, mais également un partenaire du concept Salaka, du côté bien sûr de Campo. Il faut le rappeler que Sa Majesté Vando Medjo communique énormément pour le concept Salaka du côté de Crébi, du côté de Campo et dans tout l'océan en général. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien aujourd'hui le 30 décembre 2020. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Alors, pendant ces 2 jours, notamment aujourd'hui et demain, le concept Salaka vous offre une promotion exceptionnelle du côté du magasin 1001 tapis sur tous les articles. Je rappelle que chaque achat que vous allez effectuer aujourd'hui vous permettra d'acheter un morceau de savon de 400 grammes à 150 francs. Oui, pour tous ceux qui vont commander, que ce soit aujourd'hui ou demain du côté du magasin 1001 tapis, vous allez acheter le morceau de savon de 400 grammes à 150 francs, le kilogramme de riz à 200 francs. C'est une manière pour nous d'accompagner tous nos clients et en leur permettant de faire des achats dans de très bonnes conditions. Alors pour ce qui est de la vente de ce matin, nous allons commencer bien entendu par les correcteurs de posture. Oui, vous les aviez connus en fin d'année 2019. Ces correcteurs de posture sont encore en vente au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz, c'est à Douala au Cameroun. Le correcteur de posture, comme son nom l'indique, est un accessoire d'origine américaine qui vient corriger tout ce qu'il y a comme problème au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Regardez comment il se porte. Il se porte comme une jaquette. On n'a pas besoin d'utiliser la lumière. On n'a pas besoin de le charger. Ah ben oui, c'est un correcteur de posture qui se porte facilement. C'est un correcteur de posture qui se lave facilement. C'est un correcteur de posture qui est disponible en plusieurs tailles
Vous avez de la taille M à la taille double XXL. On a également bien entendu la possibilité d'avoir la couleur de son choix entre la couleur blanche et la couleur noire. Retenez bien le prix. Je rappelle que c'est 10 000 francs ce correcteur de posture. Et pour ceux qui vont le commander dès à présent, que ce soit aujourd'hui ou demain, bien vous allez bénéficier d'un achat d'un morceau de savon de 400 grammes à 150 francs ou alors d'un kilogramme de riz à 200 francs. À vous d'acheter autant de kilos que vous voulez, à condition bien sûr d'être parmi ceux-là qui vont faire des achats aujourd'hui et demain. Même si vous êtes hors de la ville de Douala, dès que vous commandez votre correcteur de posture, on l'accompagne avec un morceau de savon ou alors un kilogramme de riz. Alors chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Voilà comment ça se présente. Un correcteur de posture, ceux qui ont des problèmes de douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau des épaules, nos amis taximens, nos amis transporteurs, ceux qui passent le temps à faire des travaux durs, ceux qui passent le temps derrière un bureau, alors la solution elle est là. Évitez d'aller de gauche à droite. Venez au concept Salaka, venez au magasin Milan Tapi et achetez ce correcteur de posture que j'ai entre mes mains à 10 000 francs. Je vous rappelle, il se vend déjà très très bien. Alors chacun devrait l'avoir. Il permet également de prévenir les douleurs du dos. Oh là 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 là. Le correcteur de posture, quand c'est bon, c'est bon. Merci, avec Salaka. Merci beaucoup et bonne année à tous les clients du concept Salaka. Merci. Une fois de plus, bonne année à Sa Majesté Vendant Medjo du côté bien sûr de Campo, c'est à Crédit. Merci. D'accord. beaucoup. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Chalabet, je confirme justement que ce que vous avez dit, de nombreux témoignages arrivent pour dire qu'Audrey Moncam n'est jamais du Nord-Ouest et que sa mère aurait travaillé à Bamenda pendant très longtemps. Elle est à Redouane il y a 3 ans. Elle a été Miss Mebiche, que vous connaissez, qui passait sur Equinox d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà. Parce que là-bas, on retrouve les bafos chauds. Le make-up, pas bien tenu. Non, c'est malsain. Je vous ai dit que dans ce pays, c'est malsain. Quand on dit ça, on dit que nous sommes antipatriotes. C'est malsain ce qu'on fait de ce pays. On retrouve les hachous, les mbafos chauds. Il y a plusieurs noms, monsieur, il faut possible. Voilà. Qu'elle est ressortissante de là, alors qu'elle ne l'est pas. Voilà. C'est ça qui pose donc, et on va citer un village ou dans un forum de son village, on dit qu'on la connaît pas. On la connaît pas là. dans ce forum. Donc, ça pose un réel souci à un moment donné. Donc, voilà, on va ça a s'arrêter. toujours été ça, Miss Cameroun. Voilà. Bon, je pense qu'au final, c'est Narcisse Moelle-Combi, professeur qui avait raison. Malheureusement, il est allé au sport. Désormais, Pierre Ismaël Bidounkouat a pris le relais au ministère de la Culture. Malheureusement, cette affaire, comme on le voit, continue à drainer de gros scandales. Je vous assure que cette affaire, s'il ne va pas s'arrêter là, parce que le scandale est trop fort pour que l'on puisse autant instrumentaliser une crise aussi grave que celle du Nord et du Sud-Ouest pour des cas de Miss Cameroun. On va s'arrêter là, merci à vous. On va se retrouver demain 10h, madame, messieurs. Demain, ce 31 décembre, il y aura le discours du président à 20h. On va écouter clairement, on va dire quoi, le bilan de cette année 2019. Passez une bonne journée. Demain 10h, que Dieu bénisse le Cameroun.